Soyez tous salués, mesdames et messieurs, et surtout le peuple gabonais. En effet, il y a un sujet qui frappe et qui actuellement attire beaucoup de Gabonais. Que ce soit des Gabonais nationaux ou des Gabonais d'adoption, et même nous qui sommes dans la diaspora, nous avons nos oreilles tendues vers le Gabon. Je vais vous parler donc d'un sujet qui ne doit pas paraître étranger. La transition au Gabon. Cette transition est-elle possible? Qui va être l'acteur? Et je vais vous amener un peu dans l'histoire. 2016, que se passa-t-il? Parce que c'est 2016 qui est la véritable genèse et la cause de la transition au Gabon. Mais que se passa-t-il? Deuxième sous-thématique va être les crises qui ont suivi 2016. Troisièmement, les déclarations de M. Ali Bongo Ondimba, qui reconnaît être absent pendant 5 ans du Gabon. Qu'est-ce que cela veut dire? Quatrièmement, le pays, il faut le reconnaître, ça ne va pas. Effectivement, le pays est en crise. Mais la transition, elle doit être faite par qui? Pourquoi alors M. Jean Ping et M. Ali Bongo Ondimba doivent se rencontrer face à face auprès d'un médiateur, appelons-le ainsi dans le langage politique, M. Macron? Voilà brièvement les points que je veux pouvoir donner mon point de vue. Les participants, vous êtes libres de venir participer. Et je veux que ceci soit une discussion respectueuse. Il n'y aura pas d'injures qui vont être tolérées. Il n'y aura pas de propos malvenus et malveillants. Nous allons parler uniquement ceci et nous allons continuer en petite transition musicale. Ceux qui ne me connaissent pas encore, mais qui m'ont toujours connu comme ce sensibilisateur de masse dans le monde mystico-spirituel, je vais rentrer dans les méandres de la politique, vous donner ma véritable identité en réalité, qui m'a fait connaître sur les réseaux sociaux depuis 2016. Allons-y, invitez le maximum de personnes sur ce sujet de transition au Gabon. Est-ce que cela est possible? Et par qui? Merci beaucoup.
ta tudula no bowe go maboga ya twabiga matude go maboga ye buna mono na buti veja Rapa mikano e mojoga tongo e mikano migoge mojoga tongo e nacho e mojoga tongo e yacho e woganga mojoga tongo e kuna mono e tobuti seja. Merci beaucoup à Papa Nziengi sur ce son de la sitar. Bien, je suis, monsieur, vous me connaissez sous l'écran, sur TikTok, sous le nom de Mouereo Nouvière. En effet, ça c'est un nom qui est né avec moi. Mais sur mon identité, tout le monde veut me connaître. Je m'appelle Vandelin Onouvier. Bien. En 2016, en effet, faut-il vous ramener sur le thème, les propos. Qu'est-ce qui m'amène, moi, de venir me présenter ici devant vous? Premièrement, c'est parce que je suis citoyen gabonais aussi. Bien que je jouisse de plusieurs nationalités, mais je suis né au Gabon. D'accord? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la nationalité américaine, la nationalité française, mais je suis né sur le sol gabonais. Et ainsi, donc, 2016, il y a eu une élection au Gabon, le mois d'août. Moi et bien d'autres activistes, nous avons décidé de soutenir un candidat. Ce n'est secret de personne. En fait, c'est à partir de là que les gens ont commencé à me connaître sur les réseaux sociaux. Précisément sur Facebook. Ainsi, sur Facebook, nous avons fait beaucoup de tapage. Ceux qui l'ont fait avec la manière dont je peux reconnaître, et tous ceux qui m'ont suivi sur la chaîne Kobolo, les vidéos sont là. Je n'ai pas trop changé. Le seul changement, c'est parce que j'ai pris un recul. Ce recul ne voulait pas dire que j'avais abandonné le combat. Car il y a plusieurs manières de participer à l'édifice de l'élévation d'une nation. Ainsi donc, mon devoir de sensibilisateur de masse n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai bénéficié d'une formation, bien sûr scolastique comme tout le monde, je suis allé à l'école. Et je suis un autodidacte également. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris les sciences politiques, j'ai appris la politique administrative, ce qu'on appelle de public administration, administration publique. Tout ceci, étant aux États-Unis, j'ai profité d'apprendre tout cela au maximum. Étant donné, Dieu merci, que Teta Mwanga m'a donné un cerveau qui est capable d'emmagasiner des milliards d'informations. Je n'en souffre d'aucune maladie quelconque, que ce soit de la démentia ou bien de ralentissement de mon cerveau. Dieu merci. Je tiens à le remercier. Je tiens également à remercier mes ancêtres, les ancêtres de mon pays, le Gabon. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la transition. Cette transition, il a fallu que je vous ramène d'abord en 2016. Il y a eu une élection au Gabon. Laquelle élection au Gabon, comme nous le savons, les résultats, chacun a donné ses projections. Mais les projections que la plupart des Gabonais ont eu à voir et ont jusqu'aujourd'hui, et même les organismes internationaux qui ont observé ces élections, ont donné la victoire à M. Jean Ping. Mais il y a eu une contestation de part de d'autres. M. Jean Ping donc n'a pas échappé à la règle d'émettre des réserves. Il a donc contacté la Cour constitutionnelle, présidée par Mme Marie-Madeleine Mbouranchoua, laquelle, naturellement, a accepté ce recours. Et cela est conforme à la loi constitutionnelle de notre pays. La loi qui est garant de tout notre pays, le Gabon. Malheureusement, je dis bien malheureusement, M. Jean Ping ne va pas être déclaré président. Nous savons tous ce qui s'est passé au Gabon, donc M. Ali Bongo Ondimba, selon
les calculs qui ont été faits par, à l'époque, je crois, le collège électoral, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, hein, ça existe aujourd'hui sous une autre forme, c'est-à-dire qu'une équipe qui était composée et de l'opposition et de la majorité, après des comptes, ils vont donner une majorité, pour ne pas dire ils vont donner des résultats auprès de la Cour constitutionnelle qui va valider les résultats qui avaient été communiqués par ce bureau, le comité, je ne sais pas, d'élection indépendant. Je crois que c'est la CENI, pour certains pays, l'appelle ainsi. Pardonnez-moi, parce que je me suis éloigné de la politique depuis un bon moment. Mais ça ne veut pas dire, quand je parle de m'éloigner, c'est rentrer dans ces méandres-là, de ces choses, parce que j'avais en quelque sorte reçu un choc. Mettez-vous à ma place lorsque votre candidat, que vous comptiez être là, et on dit qu'il est finalement, c'est pas lui qui a gagné, donc ça nous a choqués tous. Alors M. Ali Bongo Ondimba a été proclamé président de la République. Et je respecte cela. Vous savez, depuis donc cette déclaration de Mme Bouranchoua, et je ne vais pas vous ramener ici dans les souvenirs amers, ce qui se passa du 30 août jusqu'au 3 septembre de 2016, le QG de M. Jamping et tout ce qui suivit, le massacre des centaines, ou voire, bon, maintenant, le bilan officiel seront Amnesty International, selon quelques organismes européens, ils vont parler des dizaines de morts. Je n'ai aucune preuve pour dire qu'il y a eu des centaines de morts, mais je m'en tiendrai du moins à ce que disent les gens qu'il y a eu des dizaines de morts. Et même s'il y a eu un seul mort, toujours est-il qu'il y a eu des crises qui ont suivi l'élection de 2016. Et cette crise, donc, a créé deux camps. Et chacun de nous a choisi un camp. Nous sommes restés donc dans le camp de la résistance. La résistance, je vous informe que ce n'est pas un mouvement politique. Pour ceux qui ne le savent pas, puis-je encore une fois de plus rappeler que je suis un ancien élu du peuple. Avant de venir aux États-Unis, j'étais élu du parti de M. Pierre Mamboundou, dont j'étais également le président communal de l'UPG à Gamba. De 1994 jusqu'à mon départ du Gabon. Et donc, en 1996, avant cela, j'étais président de l'association des parents d'élèves. Et j'ai contribué au développement de la petite ville de Gamba. Les dos d'âne que vous voyez dans les différents quartiers de Gamba, allez-y vérifier. Le nom que vous trouverez dans les archives, c'est M. Vandelin Onouvier. Donc, je n'ai pas abandonné mon poste de la Shell où j'étais technicien supérieur et j'étais donc élu conseiller municipal sous la direction de M. Maurice Sissot. Il est médecin, retraité actuellement, il était médecin à la Shell également. Donc, plusieurs partis politiques ont été à cette course, notamment le PDG, l'UPG, l'ADER, le POUP, c'est l'ancien parti de M. Maïla, pour ceux qui ne le savent pas. Le POUP. Il y a eu un autre parti, pardonnez-moi si je l'ai oublié. Au sortir donc, il y a eu 29 sièges. Jusqu'à ce jour, la commune de Gamba est découpée en 29 sièges. L'UPG, donc, au sortir de cette élection, a eu 6 candidats qui ont été retenus et qui ont eu les suffrages. À la tête desquels M. Blaise Makanga, qui, pour votre information, j'ai participé à son élection en tant que député de la commune de Gamba. Et nous fûmes le premier, pour ne pas dire la première commune, à avoir fourni un député à l'UPG en 1996. Veuillez vous renseigner, vérifier les archives. M. Pierre Mamboundou, donc, était content d'avoir un député du département de Ndougou, devenu par la loi 1596 commune de Gamba. Et moi, j'étais donc le second. Donc, la tête de liste était M. Makanga et moi, j'étais le second.
Et il y a bien d'autres, M. Bouka et M. Les noms ne me reviennent pas, pardonnez-moi. Donc nous avions eu 6 conseillers. Le PDG avait 7 conseillers. Le parti de M. Gisiga, enfin, de M. Dibung Dinding, l'ADER, je crois, avait eu aussi entre 5 ou 6 conseillers. Bref, toute l'opposition réunie, il était évident que nous pouvions avoir cette mairie de Gamba. Mais ADER et je crois le POUP ont décidé de se joindre au PDG. Et c'est ainsi que le vote décida que le maire, c'est M. Maurice Sissot. Maurice Sissot va être le maire, mais par souci de l'application de la loi 1596, qui stipule bien. Elle a été modifiée, je vous informe, récemment. Elle a été modifiée récemment en 2023. Mais cette loi 1596 dit ceci. Lorsqu'il y a plusieurs partis politiques en course et que les suffrages obtenus par tous ces partis ne dégagent aucun parti majoritaire, en d'autres termes, si parmi les partis qui sont en course pour les suffrages, aucun parti n'obtient la majorité absolue ou un tiers du vote, alors dans ce cas, la cohabitation est obligatoire. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est cette loi 1596 que M. Pierre Mambundu, bien sûr, avait voté quand il était député. Que Dieu ait son âme. Alors, nous nous sommes vus face à cette situation où il fallait maintenant appliquer cette loi. En application donc de cette loi, le docteur Sissot, d'abord, au vu des informations sur place, puisque je travaillais à Gamba, en tant qu'ancien employé de Shell, M. Makanga Blaise et M. Gisiga, M. le docteur Sissot, ils avaient des liens de parenté. Et ensuite, pour le souci donc de la création d'une première commune, à cause de la politique de la décentralisation, les fils de la ville du coin se sont entendus que bon, comme il en est ainsi, nous, le PDG, nous allons prendre la mairie centrale et le premier adjoint au maire, M. Makanga, donc de l'UPG. Et nous allons donc faire ce travail. Michel, qui était, je crois, du parti de M. Maïla, le POUP, et c'est ainsi que les postes vont être l'élection, donc, du bureau. Pour ceux qui sont nouveaux dans la politique, 29 sièges, 29 conseillers. Mais ces 29 conseillers, le PDG, le parti au pouvoir, n'a pas la majorité. Même s'il avait un nombre de conseillers un peu plus élevé que les nôtres, suivis par nous, il aurait fallu donc faire une alliance. C'est à l'issue de cette alliance que le PDG pouvait s'asseoir. Et j'ai bon souvenir. Tous les documents sont encore avec moi ici aux États-Unis. Donc l'ADER a décidé de se joindre au PDG. Si vous prenez les voix de l'ADER et du PDG, ça faisait 13 conseillers. Maintenant, nous qui étions dans l'opposition, l'UPG, je crois, quel est l'autre parti là? Le PGP, voilà, le PGP. Donc l'UPG, le PGP, qui était conduit par mon grand frère, le professeur, je ne sais pas s'il vit encore, mon Dieu. Donc il y avait le PGP, l'UPG et le POUP qui était incertain, soit allé à la majorité, le parti de M. Maïla, soit allé à la majorité ou bien rester à l'opposition. Lorsque nous faisions nos calculs, l'UPG et le PGP, ça ne faisait pas le poids. Nous ajoutions le POUP, ça ne faisait toujours pas le poids. Mais lorsque nous mettions l'ADER, ça faisait le poids, mais malheureusement, des consignes furent données depuis le haut par M. Dibungi, ou je ne sais pas trop, ou ces gens qui sont autour de lui, de son parti, que l'ADER reste et demeurera un parti de la majorité, et c'est ainsi que, finalement, on a donné la mairie au PDG. Bref, voici comment je suis rentré dans l'arène politique. D'accord? Je vais me retrouver troisième adjoint au maire et conseiller municipal, et je garderai toutes mes fonctions de contremaître de pétrole à la compagnie Shell Oil Gabon. D'accord?
et mon mandat va finir en 2002, la période durant laquelle j'avais déjà émis ma lettre de démission lorsque j'ai fait un tour aux États-Unis en 1999, et plus tard je vais finalement partir du Gabon durant cette période de 2002 pour m'installer définitivement ici aux États-Unis. Ceci était important juste pour donner un peu plus d'informations, que vous me connaissez seulement dans le monde mystico-spirituel, mais je suis un politicien chevronné, bien entraîné par M. Pierre Mamboundou. En dehors de M. Pierre Mamboundou, j'ai été formé également par M. Pierre-Louis Okawe Aronjo, qui était le président du parti du PGP. Je n'ai pas eu une carte du PGP, mais j'ai eu une carte du parti qui avait été créé par M. Nangema. C'est un parti progressiste. D'accord? Il avait créé son parti et j'ai la carte avec moi ici. Je ne vais pas l'exhiber au public. Donc j'étais un peu dans l'arène là. Depuis 1990, j'ai participé à tous ces débats politiques. Mais ce qui s'est passé en 2016 a dessus plus d'une personne. Et vous savez les conséquences, il y a eu des crises. Et ces crises continuent jusqu'aujourd'hui. Le Gabon donc vit une crise sans précédent. Je disais tantôt, deux camps se créent. Un camp qui décide de continuer donc avec M. Ali Bongo Ndimba. Je ne suis pas contre, puisque constitutionnellement, la Cour constitutionnelle, donc par Mme Marie-Madeleine Mbouranchoa, va décider que c'est lui qui est le président du Gabon. Et les crises qui vont suivre, c'est sans précédent. Les familles sont divisées. Les activistes, certains sont jetés sauvagement en prison. Vous connaissez l'histoire de l'un de nos amis et frères, qui est ici d'ailleurs avec moi aux États-Unis, M. Amir Landry, Washington, est jeté en prison comme un délinquant, parce qu'il décide d'aller au Gabon, et là, aucune charge, pour ne pas dire une raison réelle pourquoi on le met en prison. Pour s'être exprimé, eh bien, dira-t-on parce qu'il aurait insulté le chef de l'État. Est-ce que c'est un chef d'accusation pour un pays démocratique? Vous avez la réponse vous-même. Bref, ça a effrayé donc beaucoup d'entre nous. Nous avons tous décidé donc de ne pas sortir d'ici. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes ici des réfugiés politiques. Moi, personnellement, je suis un réfugié politique volontaire. Et j'ai bénéficié de ma nationalité, mais toujours est-il que le gouvernement américain va me dire « Tu ne peux pas aller au Gabon parce que ceci, cela ». Et ensuite, suivant la crise de 2016, nous avons soutenu, sorry, I just wanted to say openly, ouvertement, M. Jean Ping. Ceci donc étant, le pays ne va pas connaître la stabilité et la tranquillité qu'il faut. Nous suivons ce qui se passe. Et aujourd'hui, il y a à peine, c'était au mois de mars, le chef de l'État, M. Ali Bongo Ndimba, va nous faire des révélations qui vont surprendre plus d'une personne. Moi, ça ne m'a pas surpris. Mais ça a surpris plus d'une personne. Il n'y a qu'à voir, j'ai la vidéo avec moi, de tous les membres qui ont participé au congrès du PDG, lorsque ce dernier dira qu'il était absent pendant 5 ans du pays. Alors je m'avais posé la question à Mme Mbouranchoa. Si M. Ali Bongo Ndimba était absent pendant 5 ans, où était-elle pour appliquer la loi? Ça, beaucoup de Gabonais ont crié, vociféré sur ce, et moi personnellement, je ne viendrai pas perdre mon temps sur cela. Mais toujours est-il que ceci donc montra à juste titre que donc pendant que le chef de l'État était absent pendant 5 ans, pour des raisons que nous connaissons tous, de maladie, il y a eu des personnes qui, dans l'ombre, au nom du chef de l'État actuel, dirigeaient le pays. Et ils ont profité de créer ce que nous voyons aujourd'hui comme situation. Je dis bien, ils ont profité des richesses de notre pays. Ils ont donc contribué, voulais-je dire, à tout ce que nous vivons aujourd'hui. De quoi vivons-nous? Il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ce n'est pas le seul mode opératoire pour dénoncer ce qui se passe. J'ai eu donc, après hésitation, au mois d'octobre, décidé de me rendre au pays. Je ne peux rien vous cacher, j'ai dû faire 1001 gymnastiques, me renseigner auprès des personnes que je connais, auprès des personnes qui sont du PDG, auprès de certaines institutions, auprès également du secrétariat d'État américain. Lequel secrétariat d'État américain qui, en tant que citoyen américain, bien sûr, me dira non, il ne faut pas partir. J'ai dit mais pourquoi? Je n'ai pas commis un crime. Et c'est ainsi que j'ai discuté donc avec quelqu'un qui est du régime en place, à qui j'ai donné toutes mes vidéos que j'ai sorties sur la chaîne Kobolo, toutes mes interventions politiques. Je lui ai rassuré que je n'ai jamais, en aucun cas, insulté M. Ali Bongo Ndimba,
ni qui que ce soit qui dirigeait. C'est vrai que j'ai eu des propos forts où je disais des mots tels que un royaume barbare venant droit des ténèbres. Mais ça, c'est une expression démocratique. Quand on s'exprime ainsi, mais on exprime un ras-le-bol. C'est par rapport au contexte, c'est par rapport à la réalité d'alors. Je dis bien par rapport au contexte d'alors. Maintenant, bien sûr, après investigation, ils vont se rendre compte que oui, effectivement, j'étais dans le radar, mais que je ne représentais plus un danger pour le pays. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que vous dites radar? Mais parce que nous avons les vidéos que vous étiez en train de dire des choses. J'ai dit, mais veuillez le réexaminer, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai insulté? Mais oui, toujours est-il que, à cette époque, vous savez, nous vivions une période... Bref, je ne vais pas vous faire ici un rapport sur cette conversation que j'avais promis qu'elle resterait entre nous. Toujours est-il qu'en octobre 2022, donc, je décide, après conseil de ces derniers, de rentrer au Gabon. Et quand je vais au Gabon, je profite naturellement essayer de vivre les faits sur place. Parce qu'il nous a été toujours reproché, nous, activistes, enfin, je ne suis pas activiste, mais on m'a classé d'activiste parce que je venais activement sur les réseaux sociaux critiquer le régime en place, revendiquer la victoire de M. Jean-Pierre Kokoka. Mais je le répète que je ne suis pas... L'activisme, ce n'est pas un mouvement politique. Donc, ceux qui sont dans l'activisme, la plupart, ce n'est pas des politiciens. À l'exception de mon petit frère que je tiens à féliciter au passage, M. Messire Nandon. Parce que M. Messire Nandon, tout le monde le sait, c'est un politicien. Et ici, j'ai déjà donné des consignes aux gens du 5e arrondissement où il va participer aux élections législatives. Et je vous parlerai justement des élections. Pourquoi j'ai parlé d'enrôlement, mais laissez-moi d'abord vous expliquer un peu cette situation de la transition et qui suis-je pour venir m'exprimer devant vous. Vous avez fini par découvrir que je suis l'un des grands soutiens de M. Jean Ping. C'est ainsi donc que le chef de l'État va dire pendant 5 ans, il n'était pas avec nous. C'est normal, nous comprenions, nous avions tout cela, nous le savions, et c'est ainsi qu'au sein de l'opposition et même de la résistance, certains, jusqu'ici, sont toujours pas convaincus que le monsieur que nous voyons, c'est Ali Bongo Ondimba. Bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais quand le président vient dire que pendant 5 ans, il ne dirigeait pas le pays, alors ça n'a fait que confirmer certaines suspicions que nous avions. C'est-à-dire que la manière dont le pays est géré, vraiment, ce n'est pas la joie. Et aujourd'hui, il y a des mots qui sont connus. Les mots tels que... j'ai été, peut-être qu'en 3 semaines, ce n'est pas suffisant, mais je peux vous dire qu'en 3 semaines, j'ai jaugé le terrain. J'ai été dans certaines villes du Gabon. En octobre 2022, ce que j'ai constaté, c'est la pauvreté. Et quand je parle de pauvreté, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que les gens vivent encore dans des maisons, pas au XXIe siècle que les gens peuvent vivre dans ce genre de milieu. Le côté de la santé, c'est encore beaucoup à faire. J'ai été dans certains villages où il n'y a pas de dispensaire. C'est triste. Et moi, étant dans le domaine de la psychiatrie, j'étais choqué de voir qu'il y a encore des fous qui déambulent ça et là dans les rues. Ça, c'est vrai. Nos amis du Gabon qui nous disaient, venez vivre les réalités et vous-même, vous nous donnerez raison. Là, j'ai touché les réalités. Y a-t-il eu des réalisations? Ne soyons pas égoïstes. J'ai fait le tour de Libreville. Mais s'il faut parler de réalisation seulement au niveau de Libreville, le Gabon ne s'arrête pas à Libreville. C'est vrai, au niveau de Libreville, il y a eu beaucoup d'améliorations. Je vous dis que j'étais étonné. Je n'ai pas reconnu certains coins de Libreville. Dans la zone des PK, jusqu'à la zone du 5 au 6, il a fallu que je demande à chaque fois au chauffeur, est-ce que nous sommes bel et bien dans la zone du 8 ici ou au 6? Il y a eu beaucoup de réalisations, certes au niveau de la capitale, je l'admets. Ne soyons pas égoïstes. Les fameux... que dans certains quartiers reculés de Libreville aussi, il y a eu certaines choses qui ont été posées en matière de route. Maintenant, l'autre problème majeur que j'ai découvert, c'est l'eau. À un moment, quand j'ouvrais la pompe de l'eau, c'est de l'eau toute jaune ou de la ferraille, je ne sais quoi. Et puis, quelques mois plus tard, lorsque j'ai entendu l'actuel Premier ministre dire que oui, ils vont changer les tuyauteries, j'ai dit, mais oui, il fallait le faire depuis longtemps. Parce que le système des tuyaux, là, où il y avait le passage d'eau, c'était en fer. Et vous savez que le fer finit par rouiller. Pardonnez-moi. Et cette rouille contamine la santé des gens. Donc, ils ont mis un système qui existe même ici, et c'est une bonne chose, au moins les gens peuvent avoir de l'eau.
Donc ça, c'est le troisième côté. Il n'y a pas suffisamment d'eau. Il fallait faire chaque fois des coupures d'eau dans certains coins, des coupures d'électricité. Et l'économie, bon, j'ai visité la zone de Ngok, je le dis, c'est pas mal. Mais malheureusement, les salaires ne répondent pas par rapport au coût de vie. Parce qu'il y a encore des gens qu'on paye au SMIC là-bas. Et ça, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas payer un jeune Gabonais avec bac ou même plus à raison de 150 000 francs ou moins de 150 000 francs CFA. Ça, je ne sais pas si même la grille malaisienne a ce genre de salaire-là. Mais vous savez, la vie en Malaisie, hein, j'ai été, le coût de vie est trop bas par rapport au Gabon. Donc, si eux, ils comparent la vie de là-bas ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou les Indiens, le coût de vie également en Inde est 10 fois moins bas que celui du Gabon. Donc, ça là, s'il y a critique à faire, ça, je sais, c'est un défi que ces gens-là doivent vraiment trouver des solutions. Parce que si c'est seulement Ngok pour créer de l'emploi au Gabonais, c'est bien beau, mais les salaires ne peuvent pas leur permettre de payer un studio décent. Or, un studio décent, c'est quand même une maison en dur, une chambre, ou bien 2 chambres, avec une cuisine, et tout, et tout, et tout. Si vous trouvez ce genre de maison à Libreville, ce n'est pas moins de 200 000. Mais si vous payez quelqu'un à 150 000 francs CFA, comment peut-il vivre? Le peu de 3 semaines que j'ai fait, en ce qui concerne la nourriture, mais c'est grave. Donc, un salaire de 150 000 en Ngok ne peut pas résoudre le problème. J'avais suggéré, j'ai discuté avec l'un des responsables, qui était l'un des directeurs, je ne sais pas trop quoi, qui par coïncidence, j'ai juste volontairement accepté de rentrer dans cette zone de Ngok, et puis je me suis présenté. Là, j'étais obligé d'utiliser mon identité américaine, ça l'a un peu influencé, et puis voilà comment nous avions conversé. Alors, j'étais choqué. Je lui ai suggéré ceci, que ce genre de milieu qui vous rapporte des milliards, veuillez donner la base de salaire au moins à 600 000 francs CFA. Je dis bien 600 000, parce que je sais de quoi je parle. Cette société Ngok, je n'ai pas la doc, mais ça rapporte beaucoup de milliards à cette firme, qui, je ne sais pas si elle est gérée par le Gabon. Ça, c'est un aspect. Maintenant, du côté du pétrole, nous sommes, puisque je suis un ancien expert du pétrole, je vous dis, le pétrole, avec tout ce que ça rapporte, on ne serait pas là. Bref, le pays, ça ne va pas. La grogne monte. Il y a eu beaucoup de crises, mais je vous dis que l'origine de cette grogne, l'origine de tous ces problèmes, pourquoi on nous parle de transition, mais tout vient du fait que le problème de l'élection de 2016, qui a entraîné ensuite, quand on vient écouter les révélations du chef de l'État qui dit « pendant 5 ans, il n'a pas géré le pays », alors vous comprendrez. Ça veut dire que pendant 5 ans, il n'a pas géré le pays. Mais pendant ce temps, c'est ça qui a entraîné cette gangrène, qui a entraîné tout ce bouleversement, tout ce désordre. Bref, la transition. Maintenant, nous lisons, nous apprenons, et même j'ai suivi sur chaîne française, CFI ou je ne sais pas quelle chaîne, ils ont officiellement annoncé que M. Ali Bongo et M. Jean-Ping doivent se rencontrer en France, autour du chef de l'État, M. Macron. Et je ne veux pas, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Le voyage de M. Macron au Gabon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Mais seulement, je veux ouvrir ici quelque chose que je ne veux pas laisser sous silence. La France est en train de perdre beaucoup de ses colonies. La France est en train de perdre beaucoup de ses... Je ne vais peut-être pas utiliser le mot colonie, selon mon ami journaliste français qui me dit non, lui il est pro-Macron, pro-France-Afrique, mais il faut dire la vérité. Donc, la France ne veut pas perdre la plupart des pays, comment dirais-je, sous sa tutelle. Ils ont perdu quelques pays de l'Ouest, et ça va continuer là. Donc, le Gabon, c'est un précaré. Le Gabon, je reprends les expressions de M. Omar Bongo de son vivant. C'est un précaré, le Gabon. Le Gabon, s'il bascule dans la grande révolution, tel que c'est parti, actuellement il y a un problème, on accuse les Gabon des xénophobes, ce n'est pas la xénophobie. La plupart, et je vérifiais, là, je ne vous ai pas dit, en octobre j'étais au Gabon, et là récemment, il n'y a même pas 2 semaines, il y a 10 jours exactement, je suis rentré du Gabon. Je suis allé là, au début du mois de mai, et je suis revenu fin, disons le 24-25. C'est grave. J'ai été, parce que je suis également les réseaux sociaux sur place au Gabon. J'ai discuté avec quelques activistes
des jeunes Gabonais qui ne sont pas des politiciens, mais qui disent ce qui ne va pas, qui disent oh, ce qu'on ne dit pas. Ils disent cela. J'étais choqué qu'il y a certains quartiers à Libreville où 90% des habitants, ce sont des étrangers. Je n'ai jamais vu ça au Bénin. Je n'ai jamais vu ça au Nigeria. Je n'ai jamais vu cela au Sénégal. Ni encore au Rwanda que je visite tout le temps. S'il vous plaît. Eh oui. Allez-y dans la zone de Mindoubé. Allez-y dans la zone de Lalala à gauche. Mais c'est grave. Vraiment grave. Et quand je parle comme ça, s'il vous plaît, ne me taxez pas de xénophobe. Je le répète, nos frères sont les bienvenus. Mais quand à voir dans un quartier, 90%, ce sont des frères qui ne sont pas gabonais. Et ce qui m'a choqué le plus, lorsque je suis allé prendre mon passeport, que je vous ai exhibé ici, et je l'ai dit déjà, j'ai déjà remercié les autorités gabonaises de m'avoir autorisé d'avoir un passeport. Enfin, j'ai eu mon passeport le 14 mai. J'ai eu mon passeport gabonais qui est un passeport CEMAC. Je crois que je vous l'ai montré la dernière fois. Merci beaucoup. Mais je vous dis ce qui m'a choqué. Pendant que j'étais là-bas à la DGDI, donc la Direction Générale de l'Immigration, j'ai vu beaucoup d'étrangers qui ont des pièces d'identité gabonaises et qui ne parlent aucune langue du Gabon. Je ne veux pas indexer les pays, mais s'il vous plaît, ça m'a choqué. Sur la ligne où il fallait aller prendre les passeports gabonais, il y avait au moins sur, vous savez, ceux qui savent, ceux qui sont partis récemment comme moi au Gabon, la zone où on attend les passeports là, c'est une zone où il y a une bâche là, hein, il y a l'abri. Quand vous rentrez par le poste de contrôle de la police, il y a un abri là. Donc, je suis là, il y a quelques personnes qui m'ont reconnu, puisqu'ils me voient tout le temps dans les réseaux, donc on parlait, et étaient justement en train de critiquer. Ils me disent, regarde celui-là. Regarde. Alors, on a bien compté près de 25 personnes qui étaient là assises. Ils avaient des passeports gabonais. Mais ils ne peuvent pas parler une langue du Gabon. Ça, c'est également un mal. Je suggère que pour être celui qui va être, je vous informe que j'ai un candidat que je soutiens. Moi, ce candidat a les mêmes idées que moi. C'est-à-dire que celui qui va être président de la République gabonaise et, bien sûr, doit être initié du Bouiti, il doit être initié dans nos rites et traditions, il doit mettre dans la constitution gabonaise, comme cela avait été demandé à M. Léomba, de mettre tout, de faire tout le possible d'office, comment dirais-je, de constitutionnaliser le Bouiti. Le Bouiti, religion du pays. Voilà, le Burkina Faso a fait la même chose, le Bénin a fait la même chose avec leur religion. Bref, ce n'était qu'une parenthèse. Et deuxièmement, toute personne qu'on donne la nationalité gabonaise doit être en mesure de parler au moins 2 langues du pays. Je dis bien au moins 2 langues. Le Fang, ou bien le Ngomien, ou bien le Bamba. En tout cas, doit parler au moins une, bon peut-être 2 c'est trop, vous me direz, qu'il parle au moins couramment une langue. Ça doit être une exigence pour passer la nationalité gabonaise. Vous devez parler une langue du pays. Moi, quand j'ai pris ma nationalité américaine ici, en 2005, on m'a exigé d'étudier l'histoire américaine. On m'a exigé de connaître tout, la géographie, les hommes politiques de ce pays et parler couramment leur langue. Ça m'a été imposé. Et on m'a donné la limite des droits. On m'a dit, vous avez des droits, mais vous ne pouvez pas être candidat aux élections présidentielles. Vous pouvez être candidat comme gouverneur. Vous pouvez être candidat au Sénat. Vous pouvez être candidat gouverneur. Vous pouvez être conseiller même d'un président. C'est-à-dire, M. Joe Biden, s'il peut me nommer conseiller de chargé des affaires africaines ou quelque chose comme ça, c'est possible. On m'a donné, j'ai tout ça avec moi ici. Donc, on devait apporter. Maintenant, regardez le cas des États-Unis d'Amérique. La trésorière, qu'on appelle le ministre chargé des Finances, ici c'est la trésorerie publique, est aux mains d'une vieille mamie qui est croulante, elle a à peine 84 ans. Et on a mis comme adjoint un jeune frère nigérien. Et pourtant ce jeune frère nigérien là, a travaillé avec, comment il s'appelle, pas Mamboundou, Obama. Il a travaillé avec Obama, c'est un jeune très dynamique, il a
Il a fait ses études supérieures ici aux États-Unis. Il a démontré. Et puis, l'administration Joe Biden a dit non, ce jeune-là, on va quand même lui donner un poste. Et on l'a mis comme adjoint du Trésor public américain. La mamie là est croulante et pourtant. Joe Biden, ou bien le prochain président qui viendra, ne peut pas se permettre de mettre quelqu'un qui n'est pas né aux États-Unis comme trésorier général ou payeur du Gabon, des États-Unis, c'est-à-dire ministre des Finances. Alors, m'inspirant de cet exemple, on ne peut pas se permettre mettre aux directions générales d'un pays tel que, Dieu merci, ce problème est résolu, j'espère qu'il va être maintenu. Le Trésor public du Gabon, la présidence de la République, les hauts conseillers, les directeurs de cabinet, ça c'est des postes stratégiques. Parce que quand vous êtes directeur de cabinet, vous avez accès à tous les secrets du pays. Et ça ne doit pas, on doit mettre certaines limites sur l'âge. On ne peut pas mettre un enfant de 20 ans ou 25 ans, quelqu'un qui n'a aucune expérience. Jamais. Ça doit être revu, cela. Voilà, ça c'est autant de choses que je viens balancer ici, pardonnez-moi, mais qui font partie justement des critiques que moi je mets en face du pouvoir en place. Voilà des choses, voilà ce genre de crise que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi les Gabonais boudent? Mais parce que la gestion publique, elle est presque aux mains d'une légion étrangère, comme on le dit. Et ils en ont profité justement, puisque le chef de l'État lui-même l'a reconnu que pendant 5 ans, il était absent. Bon, bref, je ne sais pas ça que je suis venu parler ici, je suis venu juste vous parler de la transition. Maintenant, la question suivante qui m'a été posée, et j'aimerais examiner avec vous, pour ceux qui veulent intervenir, qui, d'après vous, doit faire cette transition? Ben, pour ceux qui ne le savent pas, M. Jean Ping est le beau-frère de M. Ali Bongo Ondimba. Pour ceux qui ne le savent pas. M. Jean Ping a travaillé main dans la main avec M. Ali Bongo Ondimba sous le père Omar Bongo Ondimba. Ils ont partagé des secrets d'État ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai même appris qu'il a des enfants avec la sœur de M. Ali Bongo Ondimba. Donc, apparemment, il ne devait pas avoir de problème entre M. Jean Ping et Ali. Mais depuis l'élection de 2016, c'est des gars qui étaient devenus comme des ennemis. Et ça, c'est ce que moi, je vais essayer comment dirais-je, de faire la remarque à M. Jean Ping et M. Ali. Et cela doit nous donner une leçon pour nous. Est-ce que la politique doit venir diviser? Est-ce que la politique doit nous amener à être des ennemis? Où on ne peut plus se dire bonjour? Où on ne peut plus partager un café ensemble? Où, mon Dieu. Bref, donc la question est la suivante. Monsieur Ali Bongo Ondimba, je vous informe que son mandat est presque à la fin. Il est déjà à la fin. Donc, c'est lui le président, constitutionnellement, qui a été mis là. Président, chef de l'État. Son mandat prend fin. Donc, lui, il n'est pas qualifié pour diriger cette transition. Monsieur Jean Ping Koka. Lui, président élu depuis 2016, mais il n'a jamais eu la chance d'occuper le poste et de s'asseoir au bord de mer. Ce monsieur-là, est-ce que vous pensez que c'est lui qui doit assurer la transition? À mon avis, ça c'est mon point de vue. Ne venez pas me jeter les cailloux. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que son mandat également prend fin. Même s'il était le président élu virtuel, bon, enfin, dans le papier, on le sait. Mais lui aussi, il ne peut pas être qualifié. Maintenant, je suis tout à fait d'accord que ce sont les deux grands acteurs qui doivent mettre fin à cette crise qui frappe le Gabon. Parce que d'un côté, M. Ping qui vient parler, je suis le président, je suis ceci, alors ceci, cela, il dévoile les mots que nous aussi nous dévoilons. Et de l'autre côté, M. Ali Bongo Ondimba, il dit ceci, cela. Donc, vous voyez, ces deux-là, celui qui a eu l'initiative, M. Macron, c'est une bonne initiative que vous avez prise. Mais cette initiative, nous soupçonnons que, parce que vous ne voulez pas perdre le Gabon. Hein? Cette vidéo-là, il faut la partager auprès d'eux. Nous soupçonnons que cette tracasserie-là, de faire asseoir Ali et Jean Ping, et de se précipiter à donner les ordres pour qu'il ait un passeport, en fait, l'objectif, c'est parce que vous ne voulez pas perdre le Gabon. Mais le peuple gabonais, quel que soit ce qui va être fait, va décider. La destinée du Gabon est entre les mains des Gabonais. Ce n'est pas une France qui va décider. Ça, je vous informe.
Lorsque le peuple burkinabé a décidé, ils se sont levés. Rassurez-vous que le Gabon, ce sera pareil. Et quand je le dis, je ne suis pas contre les Français. Ah non, 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 non. Mais je vais seulement vous dire que ne dites pas parce que vous avez vos intérêts. On n'a pas comment dire, vous n'avez pas ce monopole d'avoir des relations tout à fait spéciales avec le Gabon. Même si, quelque part, on a été colonisé par vous, il y a eu des accords bizarres en 1960 sous le père Léon Mba, j'ai lu ces accords, mais mon Dieu, mais ça c'est nous mettre la corde au cou. Ça encore, vous êtes pardonnable, parce que vous n'êtes qu'un enfant, vous êtes né hier. Mais il y a certaines choses qu'on ne doit plus accepter. Et je vous informe que le Gabon fait partie du Commonwealth. Ah, M. Ali Bongo Ndimba a décidé que nous nous joignions au Commonwealth. Ce que je suis d'accord. I don't mind at all. Thanks God. So at least I can be a bilingual in my own country. Besides the fact I speak 17 languages of my own country, I'm talking about the local tribal, ethnic, so whatever you call it. But those languages anyway. So I can speak also as well as French as well as English. Good thing. Commonwealth. Nous sommes là-dedans. Aujourd'hui, il y a des Gabonais qui maîtrisent aussi l'anglais. Tant mieux. Donc, nous sommes libres. Il faut le comprendre, à vous la France. Bref, pardonnez. Ce n'est qu'un petit message que j'ai fait passer à la France. Maintenant, cette transition, à mon avis, doit être assurée par quelqu'un de neutre. Il est sûrement connu ou il n'est pas connu. Ce n'est pas notre business. Quelqu'un de neutre veut dire quoi? C'est ce quelqu'un de neutre qui doit établir l'équipe. Et cette équipe doit être prise. Il n'y a pas de mauvaises personnes du côté du PDG. Il y a certainement de bonnes personnes qui sont restées intègres, qui ne sont pas dans le flou, qui n'ont pas détourné des fonds publics, qui n'ont pas détruit, qui n'ont pas participé au massacre, ou tué les Gabonais, ou faire quoi. Il y en a au sein du PDG. On va les retenir. Du côté de M. Ping, mais il y a des gens qui sont là, qui ont même perdu leur emploi, qui ont perdu des familles, qui ont perdu des enfants, et qui aujourd'hui ne peuvent même plus travailler. Je vous informe que, étant dans la psychiatrie, j'ai dû rencontrer certains lors de mon séjour au Gabon, qui aujourd'hui ont des troubles mentaux. Et quand on parle de troubles mentaux, s'il vous plaît, ne confondez pas avec la démentie ou bien la folie. Hein? Le trouble mental, par exemple, c'est un comportement qui s'explique par la manière de parler. Le fait que vous parliez certaines choses. Le fait que vous êtes là évasif. Le fait que vous passez tout le temps à vous plaindre. C'est déjà un trouble mental. Et j'ai trouvé beaucoup de Gabonais qui sont dans cette situation. Qui parlent tout seuls. Qui se plaignent de ce qui ne va pas. Et il y a une psychose. J'ai analysé tout cela, j'ai discuté avec beaucoup de jeunes femmes. Des jeunes femmes diplômées. Qui ne peuvent pas travailler parce qu'on leur exige certaines choses. Hein? Tout ça, c'est ce que j'appelle des troubles mentaux. Bref, alors il nous faut une équipe neutre qui doit diriger cette transition. Et cette transition doit avoir une durée afin d'apaiser la situation du pays. Parce que je vous dis, rappelez-vous, les vidéos sont là. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit ici sur TikTok, les traces. On dit bien quoi? Les paroles s'envolent, non? Mais les écrits restent. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, les paroles qu'on dit, ça reste enregistré. Je suis enregistré là. Je suis ami, hein, je vous informe, vous mes détracteurs. Je suis ami avec la présidence de la République. Ils ont demandé que je devienne leur ami. Mais on est amis sur TikTok. Savez-vous que la présidence aussi a un compte TikTok? Donc tout ce que je vous dis, ils sont là. Je les vois là. Vous comprenez? Donc, pour cette transition, je le répète, il faudrait qu'il y ait du sérieux. Parce que sans cette transition, je disais, pardonnez-moi. Vous savez, quand j'interviens, je ne me prépare pas. Je parle selon ce que je vois, j'observe. Mais je me méfie des mots que je sors. Alors, parlant justement de cette transition, j'insiste que ça doit être une équipe neutre. C'est-à-dire M. Ali Bongo et M. Jean Ping, quand ils vont se retrouver là-bas, il faudrait qu'ils s'arrangent à faire cette transition. Ce que j'ai dit, les traces sont là, les paroles sont là, j'avais dit. J'avais bien dit, les vidéos sont là-haut, sur TikTok, partout, j'avais dit quoi? J'avais dit, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir élection présidentielle aux dates arrêtées. Souvenez-vous, les vidéos sont là. Hein?
Je le répète, je vous avais dit que je ne suis pas sûr et je ne suis pas convaincu qu'il va y avoir élection présidentielle. Mais qu'il y aura des élections générales à une date bien précise. Voilà pourquoi bien d'autres personnes, Monsieur Eyere, du côté d'Ovendo, soutenez-le. Il est candidat aux législatives. Monsieur Messire Nandon, il est également candidat au 5e arrondissement du 2e siège. Veuillez le soutenir. Quelle que soit la date des élections qui va être arrêtée, toujours est-il que les élections présidentielles, ce n'est pas pour tout de suite, mais les élections générales, l'enrôlement est fini hier, non? Sauf si je me suis trompé, hein, parce que moi j'ai un jour d'avance ici là. On vous a demandé de vous enrôler, j'espère que vous êtes enrôlés. Maintenant, il y aura les élections qui approchent au mois de septembre. Ces élections, ça va être les élections générales. Ce n'est pas les élections présidentielles. Il faut d'abord que cette transition soit là. Maintenant, pourquoi je vous ai demandé de vous enrôler? Pourquoi je vous ai demandé de participer à cette élection? Mais parce que nous avons commis une erreur. En 2018, j'étais encore actif ici dans les affaires politiques sur les réseaux sociaux. La vidéo, elle est sur Kobolo pour aller la vérifier. J'avais dit que c'est une erreur grave que de boycotter les élections de 2018, les élections législatives générales. Les gens ont dit non, je suis vendu, je suis acheté par le PDG. Où est-ce qu'on en est? Monsieur Ginzuba est parti et son parti a eu, considéré maintenant comme le parti qui a eu la majorité des élus au sein de l'opposition. Voyez-vous? Mais si nous tous, nous serions partis en 2018, je ne rêve pas. Peut-être qu'on aurait dû avoir une majorité au niveau de la Chambre du Parlement. Et vous savez que c'est la Chambre du Parlement qui décide, n'est-ce pas, de la fabrication des lois. Pardonnez-moi le mot fabrication, mais parce que ces lois, elles sont manipulables, changeables. Par exemple, la loi de la dépénalisation de l'homosexualité. Écoutez, moi si mon candidat est élu, qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Mais ça va être changé. La loi. Bref, je ne vais pas tout de suite dire tout de mon candidat que je soutiens. Donc, les élections présidentielles, ce n'est pas une préoccupation pour le moment. Ceux qui sont candidats aux élections présidentielles, continuez à faire votre campagne. Car cette transition qui va s'opérer bientôt, la rencontre de Paris, elle est cruciale. Car comme vous le savez, hein, depuis juin, à partir du mois de juin 2023, logiquement, il doit y avoir beaucoup de changements dans ce pays. Donc la rencontre, nous attendons avec beaucoup, comment dirais-je, d'engouement, avec beaucoup de joie, cette rencontre entre Ali Bongo et M. Jean Ping. Et espérons qu'au sortir de cette rencontre, la transition doit se faire. Je le répète, je ne suis pas pour une élection présidentielle dans le mois qui suit. Et vous connaissez ma position, je l'ai dit. Je m'exprime en tant qu'ancien homme politique, je m'exprime en tant que citoyen. Je ne m'exprime pas en tant qu'initié de grands mystères, s'il vous plaît. Parce que beaucoup sont étonnés, mais ce type-là, non, vous ne me connaissiez pas avant. Avant que je ne rentre dans ces histoires que je voulais garder secret pour moi, de venir partager avec vous ces connaissances, j'ai commencé à me faire connaître au public à travers l'activisme politique en 2016. D'accord? Allez-y sur Kobolo, vous tapez M. Moré Ounouvier, vous me trouverez là-bas. Et il y a bien d'autres qui m'ont mis dans leur plateforme à gauche et à droite, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout par rapport à mes prises de position. Parce que je t'aime pas embrouiller, je vais mélanger le panafricanisme, ceci, cela. Mais pour le moment, je préfère me concentrer d'abord sur mon pays, le Gabon. Et ensuite, me concentrer sur la zone de la CEMAC. C'est ça, avant d'aller loin là-bas. Bravo au Burkina Faso, bravo au Mali, bravo à la Guinée. Vous inspirez beaucoup de pays. Mais il faut comprendre que la mentalité de nos frères là-bas, c'est autre chose. Ils ne sont pas émotionnels comme nous, les pays de l'Afrique centrale, on attend Jésus pour venir nous sauver. Pardonnez-moi mes frères chrétiens. Mais c'est une réalité aussi. Parce que s'élever et sauver son pays, ça n'a rien à voir avec le nom d'une religion. La détermination, la prise du pouvoir, pour ne pas dire votre pouvoir à vous, c'est-à-dire la voix du peuple. C'est ça le pouvoir de l'homme. La voix du peuple, c'est ça votre pouvoir. Et quand on vous a demandé d'aller vous inscrire, c'est parce que vous avez un pouvoir. Une fois de plus, il faudrait que ce pouvoir, vous l'exerciez maintenant. Et vous allez l'exercer au cours des élections générales. C'est-à-dire les élections communales, départementales et législatives.
j'ai plein de candidats, je ne vais pas citer leur nom ici, j'étais sur le terrain. J'étais à Port-Gentil, dans la zone d'Entoum, un peu partout, dans certains arrondissements à Libreville. Et je souhaite bonne chance à tous ceux-là qui sont candidats. Je parle de mes frères de l'opposition. Et il y en a beaucoup d'indépendants, comme mon petit frère Messire Nandon, et bien d'autres. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer. De 1, je vais me résumer. Parce qu'il ne faudrait pas que j'ai mes amis de la présidence et mon ami de la page du Premier ministre, puisque je suis abonné aussi avec lui. Premièrement, la transition, oui, c'est une bonne chose. Et vous savez les raisons pour lesquelles nous avons besoin de cette transition. Car c'est cette transition qui peut nous aider à résoudre les maux que nous traversons aujourd'hui. Le pays, ça ne va pas. Je félicite au passage. Hein. Ce n'est pas parce que c'est un adversaire, ce n'est pas un ennemi. C'est un adversaire politique. Je parle du Premier ministre. Il a bas un travail, ce monsieur. J'ai vu sur place, sur le terrain. J'ai vu. Pas on a dit, j'ai touché du doigt. D'accord? Il avait promis pour le problème d'eau. C'est vrai. Le peu de temps que je passais là, le deuxième voyage que je fais, je suis rentré à peine 10 jours. Il n'y a plus de coupures d'eau n'importe comment. Et les tuyaux d'eau là sont en train de changer. J'ai vu moi-même, pas on a dit. Ça, félicitations, monsieur le Premier ministre. Mais il y a beaucoup à faire. Donc, ce combat, je veux dire, cette transition, j'ai été clair, elle est obligatoire parce que vous savez ce qui s'est passé en 2016. C'est ce qui est à l'origine de tous ces désordres-là. Hein? Maintenant, pour résoudre ce problème-là, moi, ça c'est mon avis à moi. Il vous faut une équipe neutre. Maintenant, s'il y a des gens qui vont dire, moi quand je le dis, je ne suis pas contre M. Ping. Je vous dis, je suis toujours derrière lui, hein, je l'aime. Si aujourd'hui M. Ping me dit, bon, M. Onoubié, bon, écoutez, moi, c'est moi qui vais présider. Ok, s'il a la majorité des voix, tant mieux, je me plie. Mais pour moi, j'aurais suggéré que lui, il a ce bâton de pouvoir pour pouvoir dire, bah, écoutez, voilà, ceux qui vont faire l'attention, c'est ceci ou cela, voilà. Et garantir la liberté de tous les autres activistes qui sont bloqués ici, qui ont peur, parce qu'ils ont peur qu'on va leur mettre au gnouf. Savez-vous ce dont moi j'ai été traité? On m'a traité de tous les noms d'oiseaux, hein, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Certains sont allés jusqu'à dire que moi j'ai été acheté, alors que tout à l'heure je vous ai dit non. en octobre, c'est une affaire qui date plus d'1 an où j'ai négocié. J'ai de la famille au pays, au Gabon. J'ai examiné toutes mes vidéos où je parlais de politique. Je n'ai pas insulté M. Omar Bongo. Je voulais dire M. Ali Bongo Nimba. On fait avec. C'est lui qui a été élu président. Maintenant, enfin, c'est lui qu'on a mis président. Mais regardez, lui-même, il a avoué que pendant 5 ans, il n'a pas dirigé. Si c'est nous qui lui aurons dit, ben, on devait nous dire encore, oui, vous parlez trop. Machin. Hein? Et j'ai été conforté. C'est vrai, en octobre, Mme Osuka n'était pas ici. Mais le deuxième voyage, j'ai été motivé du fait que Mme Osuka avait bien dit ouvertement qu'il n'y a plus d'inquiétude pour tous les activistes, il n'y a plus d'inquiétude pour tous les opposants qui, de loin et de près, ont eu un ton dur contre le régime, y compris moi-même, de pouvoir rentrer au Gabon. Et quand je suis rentré au Gabon, tous ceux qui m'ont vu m'avaient dû dire quoi? J'ai seulement observé et j'ai vu ce qu'il y a, machin. J'ai vu ce que les gens ont fait. En 20 ans et plus d'absence au pays, j'ai vu ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Je suis allé faire les analyses chez moi à Port-Gentil. J'ai vu, à Omboué, j'ai vu, bon, en Toum, jusqu'à Cocobiche, il y a beaucoup à faire. Hein. Ça, je ne peux pas mentir, hein. Les routes ne sont pas bonnes. Surtout la zone où habite l'ancien Premier ministre, M. Korbakal. Toute cette zone-là, c'est de la merde. Ça, ces routes-là doivent être faites. Ça, personne ne va vouloir m'en vouloir ou comment dirais-je, me mettre en prison parce que je dis ça. C'est la réalité, je vous dis. Et j'ai même discuté, je ne veux pas citer son nom, j'ai eu le privilège donc de rencontrer le maire du premier arrondissement d'Entoum. La zone d'Enkan, là. J'ai eu le privilège de le rencontrer. Mais je n'ai pas discuté avec lui, mais je l'ai vu avec ses adjoints et ses conseillers. Je leur ai posé la question. Il me dit oui. Bon, tous sont du PDG, hein. Ça, je vous informe. La mairie du premier arrondissement d'Entoum, ce sont des PDGistes. C'est le PDG qui a eu la majorité là-bas. Donc, le maire est du PDG. 3e arrondissement là-bas, c'est le PDG. Vous connaissez la dame. Donc, bref, je ne suis pas contre. Les gens, que vous soyez du PDG ou de l'opposition, ce que l'homme gabonais veut voir, c'est la traçabilité. C'est poser des actes. Voilà ce que je tenais à dire. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent intervenir, veuillez intervenir.
Moi, la transition doit être assurée par une personne qui est neutre, à mon avis. Donc, parce que le mandat de Ping, le mandat de Jean Ping, c'est fini. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Et que les élections, eh bien, j'ai dit oui. On doit aller aux élections. Ne boycottez pas les élections, s'il vous plaît. Sinon, on va être toujours derrière. Moi, je trouve que cette idée d'une transition, il faut faire asseoir M. Ping, M. Ali, c'est une bonne idée. Au moins, ça va essayer un peu de baisser la tension. Parce que je vous dis, hein, beaucoup de nos frères là qui ne sont pas nés au Gabon, mais qui ont emprunté la nationalité, je vous dis qu'ils sont en train de faire des calculs terribles. Je ne suis pas contre eux, mais je suis contre ceux-là qui disent je suis plus gabonais que toi. Je suis contre ceux-là qui sont incapables. Webulia mana wateni oma winse omwana winse no heni don't you know mwana winse wale buli kambi mori obulia bende no kompa mazuna mo zango yona mva mangote ongo bweji merie dibandugie rien et vous prétendez être plus gabonais que gabonais. Voilà moi la chose qui me dépasse. Vous comprenez? Celui qui est mon celui que je soutiens là, j'ai prévu, je lui ai dit, je ne lui ai pas dit de face, mais qu'il profite de suivre. Une fois vous êtes élu, monsieur le président, ce qu'on va faire, on s'assurera que toute personne que vous allez mettre au poste clé de l'État, je n'ai pas interdit que vous pouvez nommer des étrangers comme conseillers, ce n'est pas interdit. Oui, il est conseiller. Mais, ministre d'État, qui que ce soit, doit au moins parler une langue du pays. Et lorsque il s'agit de députés et de sénateurs, là, on va exiger qu'ils aillent parler dans leur langue. Les gouverneurs, bon, le monsieur Ali Bongo a essayé de faire quelque chose d'intéressant, mais c'est nous autres qui vociférons. Moi, je parle avec ses conseillers, hein, s'ils ne le savent pas. J'avais exigé que chaque province doit avoir un fils de cette province pour être gouverneur. Port-Gentil, Goué maritime, on doit mettre un Gomienne ou bien un Lumbu. Parce que on regarde l'ethnie majoritaire. Et ça, c'est clair. À Libreville, on doit voir si c'est un Pongoué, un Benga ou bien un Fang de l'estuaire qui doit être gouverneur. Chez moi, à Lambaréné, la même chose. Si c'est un Gallois qu'on va mettre ou bien un Akélé. Bon, les Akélés, ils sont minoritaires, pardonnez-moi. Mais c'est ça la véritable politique de décentralisation et de la provincialisation. Au moins, ça va mettre les gens à l'aise. Parce que le vieux papa qui habite le village à Degalia ou bien à Tchia, le gars qui est à Tchia là-bas, il veut venir parler au gouverneur. Bon, même si le gouverneur est gallois, mais son secrétaire général doit être Fang. Parce que c'est ça la configuration de Lambaréné. Aujourd'hui, je parle couramment le Fang parce que j'ai grandi à Lambaréné. Mon père est né à Lambaréné. Mes grands-parents sont de Lambaréné. Le saké, je ne le maîtrise plus trop bien. Le Yissir, et ainsi de suite, les autres langues que je parle. Mais parce que c'est à Lambaréné là. Donc, chaque province doit avoir un gouverneur autochtone. Maintenant, quant à la mairie, bon, il y a un brassage de population. Hein? Il y a un brassage de population. Je ne veux pas être exigeant du côté de la mairie. Mais gouverneur, puisque c'est un poste nominatif, on nomme quelqu'un. Donc, monsieur le président, celui qui va être président là, il faut faire ça. Bref, je ne vais pas dévoiler les secrets de mon candidat. Voici ce que je suggérais. Avez-vous des questions? Y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir dans le live pour venir dire quelque chose par rapport à ce que j'ai dit? Si j'ai mal parlé ou pas. C'est ça la démocratie. Bon, je vais inviter les gens. Je vois Rodi qui est là. Rodi est en train de me suivre. Hein? Rodi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis là, hein, avant que je parte. Rodi est rentré. Ok, merci beaucoup. Chamoro, bonsoir. Oh, Mbolo, envoie. Mbolo. En fait, j'ai pris le live un peu en retard. J'étais sur là où vous étiez en train de parler de la décentralisation, des nominations sur mettre les gouverneurs à la tête de leur province et tout ça là. Oui. Est-ce que s'il faut travailler dans un pays, est-ce qu'il faut vraiment décentraliser dans cette manière? Moi, je pense que le Gabonais autochtone a le droit d'exercer, quelle que soit sa nomination, dans n'importe quelle province. C'est ça aussi qu'on appelle, on appelle ça aussi également la vie sociétale, afin que
ça fait en sorte que nous, Gabonais, on puisse se renforcer parce qu'en réalité, on ne peut pas être divisé alors que nous partageons la mère patrie. Oui, Bon, peut-être, d'accord. moi, je pense que peut-être au niveau peut-être de la mairie, là, je peux peut-être adhérer à cette proposition, que peut-être un Hmm. autochtone doit être, voilà, au niveau de la mairie. Mais en termes de Gouverneur? gouverneur, oui, moi, je pense que n'importe quel Gabonais peut être gouverneur, comme ça se passe aujourd'hui. Mais c'est peut-être au niveau de la malgouvernance qui cause un problème. D'accord. Je pense peut-être ça, voilà. Donc, moi, je pense que, ah, c'est ma proposition, quoi. Je trouve pas que ça gêne quoi que ce soit. Bon, mais je vais te rappeler brièvement de quoi je parlais. Je parlais de la transition. Tu es au courant D'accord? que Ping et Ali Bongo vont se rencontrer là-bas en France. Pourquoi? Parce que Mhm. la France a peur. Ça, c'est comment je pense. C'est mon avis. La France a peur de perdre le Gabon. Parce que la marmite qui est en train de bouillir là, ils ont tellement peur que si aujourd'hui nous avons ces problèmes, la cause c'est l'élection de 2016. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai proposé que, au vu de ce que lui-même le chef de l'État avait dit, que pendant 5 ans, donc, il ne dirigeait pas le pays, mais nous connaissons la raison, parce qu'il était malade. Donc, pendant qu'il Mhm. était malade, donc, il y a eu des brigands qui ont profité de diriger le pays, et ça entraîne le pays dans cette situation catastrophique. Mais Ping Mhm. a un rôle à jouer pour cette transition paisible et tranquille, pour que le peuple gabonais retrouve son ambiance d'antan et enlever ces frustrations-là. Parce que cette équipe de transition, elle peut être là entre 18 mois jusqu'à 3 ans et organiser les élections présidentielles plus tard. Mais entre-temps, les élections générales, c'est-à-dire communales, législatives, elles peuvent bel et bien avoir lieu en septembre, comme ça a été arrêté. Voilà de quoi je parlais. Ok, d'accord, d'accord. En tout cas, je Bonsoir continue à d'abord. vous suivre parce que là, j'ai pris. Mhm. Donc voilà un peu de Bonsoir. quoi je parlais quoi. J'ai dit moi je ne suis pas contre hein, qu'Ali Bongo et puis Jean Ping se rencontrent. Toi-même tu connais, nous autres Naturellement. là, on avait peur de Naturellement. sortir de l'étranger, Mhm. on nous a taxé de ceci, des ennemis maintenant d'État, on a attrapé mon petit frère Ali, comment il s'appelle, Amiar, Washington, le foutre au Newf, et ainsi de suite. Mhm. Mais mon Dieu, même moi pour venir au Gabon, j'étais là, j'ai dit ah qui est-ce que vraiment, j'étais obligé même de jeter le téléphone où j'avais mes discours que je parlais là en 2016. C'était la peur au ventre. Mais Dieu merci, ils Mhm. ont dit non. Madame Osuka nous a dit non, 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 quand elle était ici, là, elle nous dit non, vous Mhm. pouvez revenir, il n'y a pas de problème. Donc, pour Mhm. éviter toutes ces frustrations, pour permettre les Gabonais d'enfin s'exprimer librement, bien sûr, ne pas aller au bas de la culotte ou insulter les chefs, mais Mhm. parler librement, dénoncer les maux que Mhm. traverse notre pays. Je crois que c'est cela qu'on veut. Et ensuite, travailler, créer du travail aux Gabonais et donner du travail aux Gabonais. J'ai suggéré à l'un des directeurs de Ngok, quand j'étais là-bas, il y a à peine 2 semaines, j'étais au Gabon, je lui ai Mhm. dit, les salaires de 150 000, aucun Gabonais ne peut vivre avec ça. C'est pas Du possible. tout. Du tout, du tout, Ah, du tout. il peut me Du monter tout. ça même à 500 000. Ah, car c'est ça. Ok, d'accord, merci. Oh, je t'en prie. Il y a un autre intervenant. Oui, bonsoir. Bonsoir. Papa, On dit quoi? excuse-moi, hein. Oui? Euh, Moi, j'aime bien utiliser la maïeutique, c'est-à-dire là d'accoucher les pensées. Donc, je vais certainement poser certaines questions Oui? dont tu vas apporter certaines réponses afin qu'on puisse s'éveiller tout un chacun. Moi, j'arrive pas à Oui? comprendre comment un pays comme l'Arabie Saoudite, qui n'est pas plus riche que le Gabon, soit à ce niveau de vie et nous, on soit à ce niveau-là. Moi, c'est quelque chose qui me sidère, sincèrement. Je n'ai pas un doctorat en économie ou quoi que ce soit, mais c'est un problème qui me dérange parce que c'est frappant. Quand il suffit de comparer les pays, l'Arabie Saoudite, leur seule richesse, c'est le pétrole. Le Gabon, on a le pétrole, on a le manganèse, on a l'uranium, on a tout un tas de richesses. Mais comment ça se fait que nous soyons comme ça et eux, ils soient comme ça? Ce sont ces facteurs-là qu'il faut expliquer aux Gabonais afin que les Gabonais puissent s'approprier la chose. Il y a beaucoup, ils sont là, ils se limitent seulement voter Ali, oui, Ali est mauvais, mais ils ne connaissent même, ils ne maîtrisent même pas ces indicateurs-là. L'inflation, la hausse, toutes ces choses, ils ne maîtrisent pas. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, nous, Gabonais, asphyxiés. On n'arrive pas à vivre. Moi, j'ai quand même voyagé. Ça m'a choqué un truc quand je suis allé faire mes études au Maroc. La bouteille de gaz, c'est 2500. Chez moi, au Gabon, c'est 6000 la bouteille de gaz. Le Maroc n'a pas de puits de pétrole. Vous Oui, voyez, c'est donc, toutes ces choses-là. ah, qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà pourquoi justement je suis en train de soutenir l'affaire de la transition, parce que si on ne fait pas cette transition, les prix vont être calboignés,
et il y aura toujours les mots que nous condamnons et que nous observons. J'étais au Gabon là, hein, après 20 ans, plus de 20 ans d'absence, mais je vous dis, j'étais scandalisé. D'un côté, j'ai vu quand même des améliorations, mais de l'autre côté, la majorité des besoins essentiels des Gabonais ne sont pas toujours atteints. Et ce que vous dites, il y a des facteurs qui peuvent contribuer à la cherté de la vie. Il y a des facteurs extérieurs. Mais quand ces facteurs extérieurs, je ne suis pas expert en économie, je suis expert de la santé, et plus précisément en psychiatrie. Donc, mais quand même, en tant qu'ancien homme politique, j'y suis toujours. Je suis les informations comme tout le monde. Quand je dis qu'il y a certains facteurs extérieurs, par exemple, le Gabon devait d'abord se concentrer par rapport à ses ressources naturelles. Comment, à l'exemple de M. Kadhafi, quand il était président de la Libye, il n'a pas attendu l'Union européenne ou bien l'Union africaine pour mettre à l'aise les habitants. Donc, ici, pour répondre à votre question, je ne vais pas faire un discours, c'est la gestion de la chose publique, c'est la personne qu'on met à la tête qui devait s'assurer de tout cela et s'entourer d'une bonne équipe, pas une équipe de bouffeurs, parce que c'est le cas, hein, je le dis honnêtement, c'est un point de vue. Monsieur Ali Bongo Ondimba, malheureusement, il s'était entouré par une équipe de bouffeurs et de profitos-situationnistes. C'est ça le problème. Et c'est ainsi qu'ils ont bouffé, ils ont mangé, et je découvre même que dans certains paradis fiscaux ici, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit dans certains pays, dans certaines îles, on a vu des noms de certaines personnes qui transfèrent des milliards de francs CFA. Et ça, c'est pas normal. Donc moi, ma solution, c'est celui que je soutiens comme candidat. Ça faisait partie de ma présentation. Une fois cette transition est finie, et que lui, s'il est élu, la première des choses, les bouffeurs là, on ne va pas les mettre en prison. On va seulement leur dire, à mon Jean, à mon frère, à Tat, oh, pardon, tu as détourné, nous avons les traces. Tu as détourné 50 milliards. Donc, ramène-nous cet argent de là où tu as mis. Tu nous ramènes ça dans le pays là. Débrouille-toi, on ne va pas te poursuivre. Mais si tu ne ramènes pas ça, on va te mettre au youf jusqu'à la mort. Enfin, ça, c'est ma suggestion. Donc, je crois, la situation du pays se retrouve comme ça. Parce que les gens ne se concentrent pas sur les besoins essentiels des populations. Et pourtant, nous avons des ingénieurs, nous avons des docteurs. Moi-même qui vous parle, hein, je n'ai pas tous ces diplômes-là. Je suis un autodidacte. Bon, c'est vrai que par rapport à ce que je fais comme métier aux États-Unis, j'étais obligé de repartir à l'université. Mais le domaine économique, politique et tout, c'est un autodidacte. Donc, on n'a pas besoin d'avoir fait des hautes études. Mais malheureusement, les mecs que nous avons là qui dirigent, ils en sont bardés de doctorats, de ceci et cela. Est-ce que réellement ils se concentrent sur les besoins essentiels des populations ou bien c'est seulement de bouffer? Malheureusement, ma conclusion, c'est que nous avons des bouffeurs et des profito-situationnistes. Ce que j'entends par profito-situationniste, il prend l'argent, il construit des maisons, soit il construit à l'étranger, il achète ici aux États-Unis ou en France, et puis voilà, il n'y a pas le souci pour l'homme gabonais, et on va tourner là en rond. Donc, je vous demande, si vous êtes au Gabon, de faire passer le message que la transition qu'on demande de M. Ping, M. Jean Ping et puis Ali de s'asseoir là, il ne faut pas qu'ils se fâchent, il faut qu'ils s'asseyent ensemble. OK? Au sortir de là, il y aura une équipe qui va être formée. Bon. Maintenant, si c'est Ping qu'on va dire que tu vas être le président, moi je dirais que c'est une insulte pour nous autres qui nous sommes battus pour lui. C'est pas normal parce que le mandat est déjà fini. Pourquoi on va le mettre là pour transiter? Il faut qu'on mette une équipe neutre. Et cette équipe neutre, ce sont des gens qu'on va identifier dans le camp du PDG, ceux qui sont des vrais, qui ne sont pas des profitos-situationnistes ou des bouffeurs. Et du côté de l'opposition, M. Ping connaît ceux qui ont mouillé le maillot, ceux qui sont des bons travailleurs, qui sont déterminés à apporter leur force de travail. Et puis on va diriger cette transition-là jusqu'à ce que les Gabonais, les besoins que vous exprimez là, l'histoire de la cherté du gaz, ce n'est pas normal. Moi-même, j'ai travaillé dans le pétrole pendant 18 ans. Oh, je suis un ancien expert de pétrole, inspecteur de pétrole qualité-quantité. Je travaillais à la Sogara, je surveillais les chargements des pétroliers. J'ai également été qu'on appelle ça, intendant de la vente du pétrole de Shell Gabon, là où la profondeur dans la zone de Ramba. Tout ça là, je connais, mon fils. Donc, il n'est pas normal qu'un pays qui produit des millions de barils par mois et avec une population gabonaise de moins de 1 million, pardonnez-moi, hein, même si on dit c'est 3 millions, mais je pense que la majorité c'est des étrangers, qu'on puisse être face à un problème de gaz. Le gaz devait même coûter 500 francs CFA la bouteille. On ne devait même pas avoir des problèmes de route.
Le bitume, je vous apprends, en tant qu'ancien inspecteur de pétrole, j'ai appris ça à l'école aussi. Le bitume, c'est quoi? Ce sont les déchets du pétrole. Et ces déchets du pétrole, on en a plein au Gabon. Il n'est pas avoir un problème de gaz. Car quand je travaillais à Rabi, dans les stations A, B, Alpha, Bravo, Echo, Charlie, Delta, jusqu'à la station centrale de Rabi, mais je voyais la torchère qui brûle les gaz. 5 000 cubes ou 50 000 cubes de gaz qu'on brûlait chaque jour. Mais mon Dieu, où va-t-on? Perenco avait promis qu'il devait récupérer ces gaz-là. Aujourd'hui, zéro. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je dis, c'est la tête. Mais rassurez-vous, la tête là va changer. Maintenant, par rapport, j'ai une question. Oui? Ma question est la suivante. Votre candidat, quelle est son opinion par rapport au franc CFA? Le franc CFA, son opinion est simple. On doit sortir. On doit sortir. C'est un facteur. C'est ça ma réponse. On sort du franc CFA. On peut arrimer notre monnaie à nous que nous allons créer, comme le Mali est en train de faire là. Le Burkina, il s'apprête aussi à le faire. Le Mali a déjà commencé. Créer notre propre banque centrale. J'y vais au Rwanda 2 fois par an, s'il vous plaît, en dehors du Gabon. Le Rwanda, c'est mon deuxième village. Au Rwanda, ils n'ont pas le pétrole, ils n'ont rien. Ils ne vivent que de tourisme à 90% et de la technologie et de la vente des prestations de services. C'est tout. Ils font des prestations de services. Mais leur budget est même plus gonflé que celui du Gabon. Allez-y savoir. Un petit pays de seulement 28 000 mètres carrés, s'il vous plaît. Le Rwanda, 28 000 mètres carrés. C'est-à-dire qu'ils ont la taille des ports entiers et omboués mélangés. Mais allez-y vous rendre compte, 13 millions d'habitants. Ce pays-là, il fonctionne très bien. Alors, où est le problème? Voilà le problème. Donc, conclusion sur la question que vous me posez, on doit créer notre propre banque centrale. Le Rwanda a sa banque centrale à elle. Oui, le Rwanda a sa propre banque centrale. Et l'économie rwandaise, elle marche très bien. Elle s'arrime à une monnaie, elle s'arrime à la monnaie américaine. Mais bientôt, ils vont rentrer dans le BRICS. Parce que les Américains aussi sont en train de calboigner le monde, je vous dis. Là où je vis ici, là je suis, on est embrouillé. Parce que lui là qui est aux commandes, il tombe n'importe comment. Il devait maintenant démarcher qu'il est confus. Et l'autre là, ici aux États-Unis, même si tu es un ancien président et qu'on t'a mis en prison, là j'aime les lois du Gabon. Parce qu'au Gabon, rien, on ne peut pas. Ici là, il a violé les femmes, il n'a pas payé les impôts, il a fait du désordre. Il est rentré dans les dossiers secrets du gouvernement, il est à dévoiler n'importe comment, s'est baladé avec ça dans sa valise. Je parle de Donald Trump. Il n'aime pas les Noirs, il n'a jamais mis pied en Afrique. Et ce type-là, on nous dit non, la loi ne l'interdit pas de se présenter comme candidat. Donc même nous là, ça nous effraie. Donc c'est pour vous dire que le dollar, on ne peut même pas s'aligner. On ne peut pas s'arrimer au dollar. Nous, au Gabon, notre candidat est pour un changement de monnaie, mais ce n'est pas une priorité pour le moment. Sa véritable priorité, Gabon d'abord. C'est ça la priorité. Gabon d'abord. Et ensuite, le reste va suivre. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir, monsieur. J'aimerais intervenir sur 2 aspects. Le premier est celui de la rencontre entre le président actuel du Gabon et le président élu du Gabon. Oui. Donc, vous avez parlé des intérêts de la France, en fait, que cette rencontre se fera dans l'objectif à terme de protéger les intérêts de la France. Donc, il va falloir trouver une équipe, déjà un chef qui va le remplacer certainement, et une équipe que ce chef-là va constituer pour pouvoir garantir les intérêts de la France. Mais j'aimerais savoir, par rapport à votre avis, quel sera l'intérêt du Gabon dans tout ça? Parce qu'il s'agit d'abord du Gabon et des Gabonais qui ont contesté l'élection de 2016, qui n'ont pas cessé de le faire jusqu'à aujourd'hui, et, enfin, d'une part, et d'autre part, dont beaucoup ne se retrouvent plus en Monsieur Jamping, pour le citer, parce que moi, en 2016, par exemple, j'ai voté pour l'opposition, et donc le candidat Jamping, mais en 7 ans, voilà, on n'a pas vu grand-chose qui a été fait lorsqu'il nous a promis que s'il tombait et qu'il ne se relevait plus, on devait marcher sur lui et continuer le combat. Il y a des choses qui ont été faites au niveau des populations, mais après, on n'a plus véritablement des leaders. Donc moi, j'aimerais savoir, selon vous, quel serait l'intérêt des Gabonais à ce que M. Jamping et M. Ali Bongo puissent se rencontrer pour trouver une espèce d'accord, pour pouvoir placer quelqu'un d'autre
pour continuer à gérer les rênes du pays. Parce que là-dedans, les Gabonais ne vont pas forcément se retrouver. Vous voyez, D'accord. la Oui. seconde question, si je peux continuer, pour la seconde question, c'est, je vous ai entendu parler de votre candidat. Et moi, je suis un peu sceptique parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu les élections depuis quelques années, dont notamment les 2 dernières avec le défunt Baobam, qui était un leader et qui s'est prononcé, qui a mouillé le maillot, qui était sur le terrain. En 2016 également avec le candidat Jean Ping, qui a fait 1 an de tour du Gabon, qui est allé dans le Gabon profond et on a senti quelqu'un qui avait l'étoffe d'un chef. Et jusqu'à présent, nous sommes en juin, les élections, c'est, enfin, si on s'en tient au programme officiel, disons-le comme ça, en griffe, les élections vont se faire présidentielles, même si vous avez dit que ce ne serait pas le cas, mais si on s'en tient à ce qui se dit, les élections vont se faire d'ici quelques mois. Et jusqu'à présent, je vous dis que, à part le PDG, je ne vois aucun autre candidat qui a l'étoffe, ou du moins qui nous donne l'impression de briller sérieusement à ce poste ô combien important. On a vu le candidat déclaré, Monsieur Bertrand Zibi. Oui, c'est un peu le seul que je trouve, enfin, je sais même pas si je pourrais dire crédible, mais malgré sa volonté, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Il y a des choses qui ne nous convainquent pas et on se demande, nous, mais demain, on ira vers qui? Quelle est la personne derrière laquelle on va s'aligner si on met de côté le candidat que le PDG va présenter, parce que ce sont eux qui sont un peu, et puis ça se comprend, ça se justifie, qui sont un peu en vogue et tout ça, mais quel est le candidat de l'opposition que nous, on pourrait suivre, qui nous a déjà montré, enfin vous, qui vous a montré quelque chose, qui a l'étoffe présidentielle en lui et qui vous a convaincu de pouvoir vous aligner derrière lui. Voilà. Oh là là. Eh, je vais commencer par la première. Qu'est-ce que le peuple D'accord. gabonais attend? Qu'est-ce que le peuple gabonais attend de cette rencontre-là de Ping et Ali Bongo Dimba? Bien, c'est vrai. Voilà pourquoi nous sommes ici. C'est vrai que j'ai fait une promesse qu'à partir d'aujourd'hui, je vais un peu prendre des congés sur ma sensibilisation et mon éducation sur la spiritualité, essayer de venir sensibiliser maintenant les Gabonais, jeunes comme vieux, sur l'importance de, de la vie politique du Gabon. Les Gabonais attendent quoi? En fait, c'est la bonne question. Vous avez tout à l'heure dit, vous ne voyez pas un autre candidat vraiment, ceci au vu du tapage médiatique, à la télé, dans les réseaux sociaux. Et M. Ali, on le voit, on le présente dans chaque province, il bouge, il va, il bouge. Rassurez-vous que tout ce tapage-là n'est pas nécessairement une réalité. Ça, c'est ce que moi j'ai appelé de la manipulation psychologique. La manipulation psychologique aujourd'hui marche très bien dans l'arène politique. Mais ce que le peuple gabonais, avant de revenir sur la deuxième question, ce que le peuple gabonais attend de cette transition, c'est nous, leaders politiques, leaders d'opinion, sensibilisateurs de masse, d'éduquer le peuple. Et j'ai commencé seulement aujourd'hui. Ma prochaine thématique va être, en fait, quels sont les bénéfices de cette rencontre, puisque là, je n'étais pas préparé. Mais je peux donner quand même quelques bribes par expérience. Le pays traverse une crise. Mais qui est derrière cette crise? Ce sont ces deux acteurs-là. C'est M. Jean Ping et M. Ali Bongo Ondimba. C'est là où la crise est partie. Parce que une majeure partie, y compris moi, y compris vous, avions soutenu M. Ping, que c'est lui qui est l'élu. Maintenant, M. Ping a fait des promesses qui n'ont pas tenu. Il a eu les bras et les pieds liés jusqu'à récemment, presque au même moment que moi j'ai eu mon passeport. Par coïncidence, j'ai appris que, oh, tiens, on a remis M. Ping son passeport. Bref, la France a un rôle important. La France a toujours joué un rôle, qu'il soit un rôle démoniaque ou bénéfique, il a toujours joué ce rôle, dans le rôle de la protection de ses intérêts. Maintenant, qu'est-ce que le Gabon a à y avoir dans tout ça? Le Gabon, ce que le Gabon veut, c'est qu'au cours de cette transition, ce sera une forme, si vous voulez, d'une concertation nationale, j'imagine, hein, dans ma tête. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je suis sûr que c'est ce qui risque de se passer. Parce que je l'ai dit, si vous avez suivi mes derniers propos, moi je ne suis pas d'accord que ce soit Ping qui préside cette transition-là. Parce que son temps est passé. Parce qu'il y a déjà les 60% des gens qui étaient derrière lui, aujourd'hui, se sont émiettés
et vivent dans le pessimisme et le doute. Ce qui fait que Exact. moi, je fais partie de ceux-là et je suis honnête. Puisque le plan B, le plan C, là où je parle, il me suit. C'est la vérité. Mais ça n'empêche pas que je l'ai soutenu et je le soutiens jusqu'aujourd'hui. Mais ça dessus les Gabonais, que ce plan B-là n'a pas marché. Et maintenant, on comprend aussi les excuses et les raisons. Mais ce que nous souhaitons, qu'au cours de cette transition, que cette transition soit remise entre les mains des personnes neutres qui vont être choisies, une forme de palabre autour de l'arbre où on va désigner qui va être celui-là qui va présider cette transition. Et cette transition, ça c'est ma proposition, doit partir de 18 mois jusqu'à 36 mois, c'est-à-dire 1 an et demi jusqu'à 3 ans. C'est durant cette période-là qu'il y aura beaucoup de choses à refaire. La Constitution doit être revue et ça doit passer par référendum. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire qu'il y aura une forme de la conférence nationale de 90, troisième version, parce qu'il y a eu 2 versions. Il y a cette conférence qui a commencé au Gabon, ça n'a pas marché, ils sont allés à Paris et ça n'a pas marché. Bon, là, j'espère qu'au sortir de la France, Ping et Ali vont dire, bon voilà, moi Ping, voilà les gens que je propose pour cette transition. Monsieur Ping et Ali vont dire, bon, nous proposons que c'est elle qui doit transiter, ça ne doit pas être imposé. Si on choisit que c'est monsieur Moréo Nouvier, je ne rêve pas, c'est pas ça, qui doit être là, mais je suis neutre. Si on choisit que ce monsieur, je ne sais pas trop qui, qu'on doit mettre comme président de cette transition, et on va lui dire, voilà, le PDG prendrait tant de personnes, parce qu'on a mené des enquêtes de moralité. Ces mecs-là, ils n'ont pas détourné les sources, ce ne sont pas des profito-situationnistes, c'est des bons citoyens, ils sont prêts réellement à travailler pour le pays. Côté l'opposition, allez, voilà, tant. Et puis cette équipe va travailler de concert pour pouvoir remettre la machine de l'État en marche. Maintenant, la France. Mais s'il vous plaît, maître, avant Oui. de continuer, pourquoi parler de transition comme si on était dans une situation particulière? Nous sommes arrivés à terme du mandat du président et nous devons normalement organiser des élections pour qu'une autre équipe, par le chemin des élections, puisse prendre les rênes du pays et continuer à le diriger. Pourquoi, justement, Pourquoi cette transition? pourquoi on parle Pourquoi cette oui, transition? Mais la réponse est simple. La transition, c'est parce que tout le monde est superstitieux en ce moment. On sent le feu qui va approcher. Le feu, c'est quoi? Les Gabonais, déjà, eux-mêmes, ils ont peur. Quand j'ai discuté avec la plupart des Gabonais, il y a à peine 10 jours, je suis rentré du Gabon. Ça va être chaud. d'accord. Ça va être ceci. Et dans les milieux politiques que je côtoie au niveau de la France, ils me disent la même chose, que non, on ne voit pas ça clair. Lorsque les Gabonais montent, parlent, en ce dernier temps, vous voyez, il y a une prêche contre les étrangers qui ont emprunté la nationalité gabonaise, mais qui ne font rien au Gabon, mais préfèrent faire des choses. Vous êtes au courant? Il y a un groupe d'activistes, Oui, d'ailleurs, ils étaient là tout à l'heure ce samedi, ils se sont retrouvés, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, je n'ai oui, le temps de. Voilà, tout ceci fait monter une tension, une grogne, qu'on s'imagine que est-ce que vraiment aux élections ça va aller? Et surtout que le PDG, M. Ali Bongo Ndimba, ils ont reçu des consignes fermes. Mais c'est pour cela que nous autres, les activistes, aujourd'hui, on est autorisés à rentrer au Gabon. Moi, je vous dis, jusqu'à tout à fait. seulement là, je ne pouvais pas rentrer, j'avais peur. Même si je suis américain, je voulais déjà peser du poids du secrétariat d'État américain pour dire, bah, écoutez, si quelque chose se passe, ainsi de suite, j'étais obligé d'aller à l'ambassade américaine, leur dire, bah, écoutez, je suis dans tel quartier. Ils m'ont donné même, proposé de me donner des gardes du corps, et ceci, cela. Pourquoi? Parce que même les Américains m'ont dit, au mois d'août, puisque vous avez prévu repartir au Gabon, ne repartez pas au Gabon jusqu'à 6 mois après les élections. Donc c'est cela. La France est au courant de cette grogne, de cette peur, de cette superstition des Gabonais. Et les Français ont peur parce que vous savez très bien que la majorité des compagnies qui opèrent au Gabon, c'est des compagnies françaises. Donc, cette peur, oui, cette peur-là les hante. Les Américains, je vous dis, je discutais avec le conseiller de l'ambassade chargé de la sécurité du secrétariat d'État au Gabon. Je vous dis, on a eu un entretien d'1 heure. Il me dit, mais vous êtes fou. Vous avez un bon boulot aux États-Unis. Vous venez gaspiller votre vous retrouvez une fichier ou bien il y aura la mort. Je dis, qu'est-ce que vous dites là? Il me dit, non, pardon, ce ne sera pas stable. Vous voyez, tout le monde a peur. Voilà la raison pour laquelle la France, inspirée, déjà, ils ont mené des enquêtes, ils ont envoyé des gens. Il y a des Gabonais, il y a des Français, des Américains. Vous savez, la France et les États-Unis travaillent ensemble. Les services de renseignement qui prennent la température réelle du Gabon, et surtout au niveau de Libreville. Alors, et vous savez, est-ce que vous savez que
la présence militaire, là, hein, les gens là qui sont au cas de Gaulle, savez-vous qu'il y a eu un nombre qui a été encore, l'armée française au Gabon a pas doublé. Les effectifs sont montés à près de 30-40%. Est-ce que vous le savez? Non, non, pas du tout. Juste pour votre information, ça, ce sont les réseaux de renseignement. Eh ben, pour vous dire que oui, cette transition, les Gabonais, d'abord, qu'est-ce qui est derrière pour vous répondre à votre question? Mais c'est la France, ce sont ces pays étrangers-là, enfin les grandes puissances, bien sûr, qui ont peur sûrement d'une catastrophe parce qu'ils ont encore le mauvais souvenir de l'an 2016. C'est ça la réalité. Ils se disent que ça va être grave. Parce que celui qui est derrière, ceux qui sont derrière les événements de 2016, c'est qui? C'est M. Ali Bongo Ndimba et M. Jean-Pingo Koka. Donc, par conséquent, pardon, on ne veut plus que 2016 se répète en 2023. C'est ça, là, la crainte, qui a fait en sorte que les gens ont appelé Macron, lui dire, bah, écoute, est-ce que tu peux pas parler à ces mecs-là, mon Dieu? En plus, c'est des beaux-frères, c'est des parents, mon Dieu. Il faut faire vite, sinon, hein, nos intérêts, là, tout va sauter. Et les étrangers aussi. Hein, les Béninois, je ne sais pas trop. En fait, je dois citer le nom par son nom. Hein. Et tout ce problème de tribalisme ou d'exonophobie ou quoi, comme on dit. L'affaire qui s'est passée à la SCG, hein, avec quelle rapidité la maîtrise des réseaux sociaux, même les enfants maintenant au primaire, même au jardin d'enfants, il a accès à TikTok. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait en sorte que la France exige qu'il y ait effectivement cette rencontre-là. Et les Gabonais vont en bénéficier de quoi? Bon, il n'y aura pas peut-être de l'argent qui va sortir, mais au moins, la situation peut être apaisée. Quand on va dire que président de la transition, quelqu'un qu'on ne connaît même pas, hein, on va dire, bon, c'est monsieur Onoubie, oh, le papa là qui parle des choses mystiques là, bon, peut-être, hein, c'est mieux, hein. Mais si on dit encore, oh, c'est un pédégiste, oh, non, pardon, on ne veut pas, oh, pardon. Vous voyez, voilà pourquoi j'insiste qu'il faudrait que ce soit des gens qui soient neutres. Il ne faut pas que ce soit Ping, parce que son temps est passé, il ne faut pas que ce soit Ali aussi, il est malade. Lui-même, il a reconnu que pendant 5 ans, il n'était pas au Gabon. Hein, vous avez suivi ça, non? D'accord. Oui, oui, tout à fait. Mais la situation que vous évoquiez, la situation de, comment dirais-je, de stagnation du pays pendant toute cette période, est-ce qu'elle est réellement due au fait qu'il y avait d'un côté Ali Bongo et de l'autre Jean Ping? Est-ce que ce n'était pas plus à cause de la maladie du président qui ne lui a pas permis justement enfin, qui a fait en sorte qu'il ne soit pas là pendant tout ce temps et qui a donné l'occasion à d'autres personnes de faire le petit désordre qu'ils ont créé? Est-ce que Monsieur Jean Ping réellement a eu un impact sur la situation actuelle du Gabon? Si oui, par quels moyens aurait-il pu influencer la gestion du Gabon pendant tout ce mandat? Ping a une responsabilité parce qu'au lendemain de ces élections, il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours crié, parlé. Il y avait une forme de complicité entre le peuple gabonais et M. Ping pendant les 2 premières années. Mais c'est après 2018, c'est après l'an 2018 que les Gabonais se sont rétractés. Car, que se passa-t-il? Les gens attendaient de M. Jean Ping un mot d'ordre. Et c'est là où, sur les élections législatives, si M. Jean Ping, et c'est ça ce que moi je lui en veux, hein, je lui ai dit cela. J'ai fait une intervention d'ailleurs qui m'a valu de tous les noms d'oiseaux comme quoi je suis un vendu du PDG. Parce que j'étais l'un des activistes, le seul d'ailleurs, enfin, avec monsieur Nandon, qui avons dit sur Kobolo, là, les vidéos sont là, nous avions dit en ce temps-là que ceci, nous avons dit ceci. Allons-y aux élections, évitez de boycotter, évitons cela, on a une chance. Et ensuite, si monsieur Jean Ping aurait donné le feu vert du peuple gabonais, ma victoire est entre les mains de monsieur Ali Bongo Ndimba, est-ce que vous acceptez cela? Je vous envoie, allez-y aux urnes, soutenez tous les candidats de l'opposition. Mon fils, on n'en serait pas là en train de faire des lives. Je vous dis. Tout à fait. Parce que le vent était en poupe, en faveur de M. Jean Ping. Et en 2018, s'il aurait donné ce mot d'ordre. Mais comment les Gabonais se sont désolidarisés? Partant des 60% qu'on lui aurait donné aux élections, on est tombé. Aujourd'hui, quand je discute avec les Gabonais, mais je peux dire que c'est en dessous des 40%. Et qui ne commettent même pas l'erreur de se représenter président. Parce que les gens vont lui dire, mais oui, le carnet rose là est où? Enfin, le plan B. Le carnet d'adresse, c'est où, monsieur le président? Donc, moi, je dis, la seule chose que je reproche à monsieur Jean Ping, c'est le fait de ne s'être pas levé et avoir donné un mot d'ordre que 2018, allez-y tous aux élections, je suis derrière vous. Je vous soutiens tous. S'il aurait donné ces mots d'ordre et se déplacé avec quelques leaders de l'opposition, je vous dis qu'aujourd'hui, le PDG ne serait plus là. Dans le sens où, certes,
Ali Bongo peut-être serait toujours président, mais la majorité, les lois, ce serait nous, l'opposition, qui devions voter ces lois. Comme ça s'est passé avec Tout à fait. Obama au deuxième mandat ici aux États-Unis. Le deuxième mandat d'Obama, il s'est retrouvé finalement avec une minorité de démocrates. Donc à chaque fois, il voulait passer une loi. Zéro. Zéro. Et c'est Tout à fait. cela, le pouvoir du peuple. Parce qu'il y a deux formes de pouvoir du peuple. Il y a le pouvoir du peuple direct par le président de la République. Mais quand le président de la République fait le ngonda, il commence à matraquer le peuple. Mais maintenant, il y a une deuxième voie. C'est la voie législative pour voter les lois. Mais pour voter les lois, qui vote les lois? Ce sont les sénateurs, ce sont les députés. Maintenant, là, on a commis une erreur en 2018. Voilà pourquoi moi, je dis, je suis derrière mon écran à dire, Gabonais, inscrivez-vous ou bien, je sais pas moi, enrôlez-vous. Bon, malheureusement, je crois que c'était hier, le dernier jour. Maintenant, il faut aller voter. Dimanche. Et que, oui, c'est ça. Dimanche. Voilà. Voilà, ça finit dimanche, hein, c'est ça, demain. Oui, oui. Oui, demain. Oh là là, mais donc dès qu'on finit là, moi je vais continuer encore à prêcher sur l'enrôlement. Ah, il faut s'enrôler. Voilà. Oui, j'ai une dernière, enfin, ma dernière préoccupation, elle revient un peu à celle de départ. C'était Oui, par rapport à votre choix maintenant, parce que vous êtes quelqu'un de crédible, beaucoup de gens vous suivent et vous prennent au sérieux. Et si vous dites que vous êtes aligné derrière quelqu'un, donc un candidat que vous allez soutenir, c'est que vous avez eu, je sais pas, des garanties, mais pas forcément des garanties personnelles, mais des garanties qui, comment vais-je dire, c'est-à-dire qui pourraient vous emmener à croire que la personne que vous soutenez pourra faire du bien au Gabon. Nous, ici, depuis le Gabon, on ne voit pas trop. Quand on essaie un peu de regarder parmi tous ceux qui se sont déjà déclarés, franchement, je oui. vous le répète, c'est vraiment mort. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous aligner derrière ce candidat qui reste encore secret pour nous? Et voilà. Et enfin, peut-être que ça nous motivera au moment Oui, opportun à regarder un peu plus davantage vers ce dernier et puis nous oui. décider après. D'accord. Jusqu'à ce jour, je ne vais pas encore donner son nom, tant que la date officielle n'est pas arrêtée, hein, puisque là, ce qu'on est en train de faire, ce sont des pré-campagnes, hein. Et je vous Tout à signale fait. que sur le terrain, on a près de 7 candidats qui se sont déjà prononcés. Le président Ali ne s'est pas encore présenté. Le PDG n'a pas encore présenté un candidat, hein. On ne doit pas suivre le tape à l'œil là qui s'est passé. Il n'est pas encore, parce que D'accord. il est le pauvre très traumatisé avec l'affaire de la transition. Bon, nous avons Zibi, nous avons Donchima, nous avons Madame Hervo Akendenge, nous avons Madame Dubose, nous avons également des jeunes là de la société civile qui se sont prononcés. Paulette. Bon, j'étais surpris que j'ai mon petit frère André Boissa, qui était un ancien ami et frère du parti de l'UPG. C'est nous qui présidions ce parti-là, aux États-Unis. J'apprends seulement par la rumeur que André Boissa également est candidat. Bon, j'espère les gens qui le connaissent peuvent me faire signe. Si c'est le cas, bon, écoutez, je vais discuter avec lui, hein. Mais j'ai déjà fait un choix et ce choix se base sur un peu le plan des sociétés de ce candidat qui correspond plus ou moins au mien. Parce que moi, pour moi, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Et je prends Mais beaucoup, et je prends beaucoup plus pour le nationalisme. Gabon d'abord. le D'accord. Quel que soit. nationalisme, ça veut dire qu'on va nationaliser les entreprises françaises. Ça là, tu as tout compris, mon fils. C'est ça le seul Tout truc, ce hein. tout ce qui est sur le sol gabonais, je dois m'assurer que, enfin, je parle au nom de mon candidat, que ces sociétés, s'ils exploitent des minerais dans mon pays, pour le cas par exemple de la compagnie là, Oramet, hein, Eramet ou Eramet, enfin, Eramet. Eramet, Omilogo, c'est tabac de même pipe, je veux bien m'assurer que l'État a une majorité absolue des parts sur cette affaire-là. On doit nationalité. Toute société dont le Gabon a une majorité, c'est nationalisé. La ECG doit être nationalisée. Bon, ça, c'est en priorité, c'est normal. Et qu'on ne doit pas avoir un coin étranger là-dedans pour commander. C'est clair. Monsieur Ousmane Sissé, merci qu'il soit parti. Qu'on laisse le frère parent là qui est là. Et puis terminé. Les compagnies pétrolières, c'est là où nous avons un autre problème parce que lorsque l'ANGAC est formé, mon ami, il m'écoute, il est député maintenant, ancien ministre, qui était mon ancien collègue à la Shell, et il était aussi mon superviseur. Je fais allusion au jeune Nganji, Arnaud. Bon, quand l'ANGOC est créé, je crois à Landji Nganji, faisait partie des gens qui étaient là. Mais pourquoi on crée l'ANGOC? Pour moi, je voyais l'ANGOC comme the National Oil Company of Nigeria, qui est une entité au Nigeria
qui contrôle toutes les compagnies pétrolières. Voyez-vous? Entité nationale. Voilà, c'est un peu ça, non, Longo, que je pensais. Mais je me rends compte que il y a des gens, au niveau de Perenco, par exemple, le directeur général, qui se fout des Gabonais et qui est qui n'est pas Gabonais. Le directeur général de Perenco, Gabonais. Directeur général, je ne sais pas, des Total, peut-être qu'il n'existe plus, Gabonais. N'importe quelle société implantée au Gabon, on doit nationaliser cela. OK? Ça, c'est une priorité. Les sociétés des mines, là, tout ça. Et les compagnies telles que des Malaisiens, là, comment ça s'appelle? Ceux qui fabriquent l'huile de palme, là. Je sais plus trop. Ces sociétés-là, voilà la situation dans la société de Ngok. Le DG à tous ces mecs-là, c'est des Malaisiens. Est-ce que c'est normal, mon Dieu? Ça me fait mal au cœur. Et on doit aussi instaurer le système qu'on appelle des syndicats. Toutes les sociétés doivent avoir des syndicalistes, les sociétés privées. Parce que moi, je crois cela. C'est comme ça quand je travaillais au Gabon à l'époque. Même à la Shell, nous avions ce mouvement syndicaliste. Ici, aux États-Unis, avant que je ne travaille pour l'État, bon, maintenant, quand vous travaillez pour l'État, il ne faut plus être dans les histoires des syndicats, ce qu'on appelle ici union. Mais le union, ici aux États-Unis et dans d'autres pays, ça a un pouvoir. C'est le pouvoir centralisateur qui fait face au gouvernement, leur dit, nous, niet. Si on avait des syndicats forts au niveau de Ngok, mais les Gabonais ne devaient pas avoir des salaires de 150 000. Mon Dieu, une maison décente d'une chambre, salon, douche, cuisine bien moderne avec une barrière, c'est au moins 200 000 à Libreville. Est-ce que je me trompe? Je ne rêve pas, j'étais là il n'y a même pas 10 jours. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. On tue les Gabonais avec des salaires de 150 000. Une ménagère, elle ne doit pas avoir 200 000. Elle doit avoir au minimum 250 ou 300 000. Parce que le coût du Gabon, vous savez, je crois que c'est le 6e ou premier pays au niveau de l'Afrique centrale, le pays le plus cher. Et de l'Afrique, on est en position 3e ou 4e. Mais ça, c'est grave. Au niveau du monde, on est même plus cher que New York, aux États-Unis. Oui. Libreville est plus cher que New York. Vous trouvez ça normal? Le téléphone là, le téléphone sur lequel je fais le live avec vous, c'est le dernier cri de la Note 21S, de Note 21S. C'est avec toutes les sophistications qu'il y a. Ce téléphone ici, il coûte $1 200. L'équivalent de 600 000 francs CFA. Allez-y savoir, j'ai discuté avec un ami ministre qui a le même téléphone. Il me dit, oh non, le type, il a acheté ça à 1 400 000, presque 2 millions. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Ça a commencé comment cette affaire-là? Donc là, on attaque du côté de la douane. Les déclarants en douane. Mais quel pouvoir ils ont pour décider des prix n'importe comment? Les codes tarifaires doivent être revus. Pardon, ne m'amenez pas là, je vais laisser des heures à vous développer mes idées. Donc voilà, c'est ça la règle. Le nationalisme. Maintenant que mes frères étrangers qui m'écoutent comme ça, n'aient pas peur. Je n'ai pas dit là, maintenant on va chasser tous nos frères maliens, sénégalais, qui ont envahi même Mindoubé. Mindoubé, 90%, c'est maintenant les Maliens, sénégalais et tout ce monde-là. Je ne suis pas contre. Mais montrer du respect aux Gabonais. N'arrachez pas les terres des Gabonais. Et ensuite, les histoires des ANUPPP, quoi, hein, la nouvelle agence qui a remplacé le cadastre. Mais ça, c'est quel bordel, mon Dieu? Mais non, ramenez-moi le cadastre. Qu'on mette un directeur général gabonais au cadastre et à l'urbanisme. Il faut me remettre ça en place. Vous m'amenez les ANUPP. C'est des gars qu'on corrompt. Il y a la corruption. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout déballer ici, là, mais voici ma potion et la potion de mon candidat. D'accord. Okay, je veux aussi faire savoir quelque chose par rapport à votre candidat. Oui. Aux États-Unis, quand le président prête serment, il prête serment sur la Constitution et sur la Bible. C'est propre à leur peuple. Et les tout Arabes, à fait. quand ils prêtent serment, c'est sur le Coran. Sur le Coran. Tout à fait. Voilà, c'est propre à leur peuple. Bon, oui. Nous, au Gabon, on est fatigué des mensonges et des voleurs. Dorénavant, tu veux être président, tu dois prêter serment sur la Constitution et sur les fétiches gabonais. Et puis on avance. Parce que bon, voilà. c'est le seul moyen. Parce qu'ils savent que la Bible, tu vas mentir, tu vas demander pardon, il n'y aura rien derrière. Il n'y a rien qui va se passer, tu ne vas rien avoir. Tout à fait. Donc, il faut qu'on puisse sortir de cette illusion-là. Tout ça là, toutes ces idées-là, tout ça là, je vais suggérer. Oui, je vais suggérer ça à mon candidat. Bon, peut-être le mot fétiche est trop fort, mais il va jurer sur nos traditions qui vont être symbolisées par... Le mot fétiche n'est pas fort parce que étymologiquement, fétiche veut dire destin.
Oui, Donc, bien sûr. on a rendu cette expression péjorative. Mais sinon, Oui, fétiche veut dire destin. oui, oui, je suis d'accord avec toi, mon fils. Tu sais que c'est ce que je fais ici, hein, exceptionnellement aujourd'hui que je parle politique. J'ai dit à mon candidat que il faut institutionnaliser le Bouiti parce que Léon Mba avait reçu un message du vieux Mbameyon vers 1959. Il lui avait dit, une fois tu es élu, qu'on te met président là, il faudrait écrire dans la Constitution que la liberté d'expression, que le pays, le Gabon, est un pays du Bouité, est un pays traditionnaliste, basé sur la tradition de nos ancêtres. Le Burkina Faso a déjà voté cette loi. Le Bénin a passé cette loi sur le fait que le président ne jure pas sur les histoires des Bibles ou des Corans. Non, 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 non. Ça, ce ne sont pas nos religions et nos croyances. Et justement, parlant de ça, parce que vous êtes venu après, j'ai dit ceci, que mon président je vais m'assurer que le président, c'est moi qui lui ai donné ces idées-ci. Je lui ai dit que quand toi tu es président, mon chef, quand tu vas être président, là, il faut s'assurer que à l'école, on enseigne nos langues. Il faudrait qu'on ait une langue nationale gabonaise. Ça là, depuis 1980, M. Maïla avait le dossier, j'étais au lycée technique. J'ai vu comment on l'avait trimballé au lycée technique. Nous autres là, on avait grévé à capot. Et il a commencé à faire le travail. C'est là où on a eu les livres comme Pig and Big. Il a mis les noms de chez lui, là, les Guichir. Bon, moi, je suis Guichir aussi du côté de ma mère. Donc, on a mis Big, Piga. Piga et Bika, bon, au village, ceci, cela. C'était déjà un bon progrès. On pourrait aussi dire Mba. Il est parti au village de Ntoumou. Des trucs comme ça. On varie. Un livre multilingue basé sur les groupes ethniques de notre pays. Il y en avait 50. Maintenant, il paraît ça descend maintenant à 44. À quel Mekona. Est-ce que les gens connaissent encore le Mekona dans ce pays-là? Les Akele commencent à être une minorité prête à disparaître. Les Ndambouan, les Ntoumou, mon Dieu, les Mbangwe. Voilà des ethnies qui vont disparaître. Donc, sur la présidence, quand mon président, s'il est élu, on va parler de tout ça. On va ramener la culture des langues nationales. On va ramener, que de mettre le crâne autour des gens. Moi, dans les années 72, à l'école primaire, on me mettait le crâne du singe. Oh non, il ne faut pas parler la langue. C'est pas ça. Tout ça, là, on doit enlever ça. Voilà. Donc, il faudrait que, au Gabon, on enseigne nos enfants. Vous qui me parlez, bon, sauf toi, Camille, 666, là, toi, tu dois parler la langue du pays. Mais mon fils qui est en bas, là, toi, tu parles quelle langue au Gabon? Moi, je suis Lumbu. Je suis Lumbu. Nissa Djaboutou Bilumbu. Voyez-vous, il faudrait que ça revienne sur la table. On doit apprendre. Et ne peut être ministre que celui qui est initié au Bouété ou bien initié dans l'un de nos rites traditionnels. Ah oui, tout ça là, hein? Ah oui, oui. Bon, mais là, le président me dit non, non. Hein? Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est ça. Ça, c'est comment je crois. Bon, maintenant, si on ne gagne pas, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup d'amis que je soutiens au niveau de législatif. Bon, maintenant, si c'est un autre président qui va gagner, qui viendra avec les idées des blancs, les histoires de franc-maçonnerie, des barreaux aux croix, écoutez, les gens sont libres de pratiquer leur histoire en privé dans leur maison, mais pas imposer ça aux membres du gouvernement. On imposera aux membres du gouvernement nos rites et traditions. On va avoir nos banjas. Oui, ça c'est très important. J'ai une autre inquiétude en fait, puisqu'on on parle des étrangers et de l'économie en fait de notre pays. Et moi, je suis en fait ceux des jeunes Gabonais qui pensent que la jeunesse s'est trop orientée vers la politique, en pensant que la politique faisait l'économie. Et moi, j'ai une autre conception des choses. Je me suis dit que c'est l'économie en réalité qui fait la politique. C'est-à-dire que lorsqu'on détient les capitaux, on est capable d'avoir une influence sur les décisions politiques. Et aujourd'hui, l'erreur qu'on a faite, peut-être par, j'ai envie de dire par tradition, parce qu'on nous sommes nés là-dedans, et malheureusement, on ne nous a pas proposé, comment vais-je dire, c'est-à-dire une autre éducation. Ouais, aujourd'hui, moi, par exemple, je n'ai jamais été intéressé par tout ce qui concerne l'employabilité, essentiellement, c'est-à-dire me retrouver à la fonction publique ou être salarié dans une entreprise. Parce que je me suis dit et j'ai vu
non seulement au Gabon par le fait des étrangers, mais aussi à l'extérieur, parce que j'ai un peu fait l'Afrique de l'Ouest. J'ai vu en fait que la société, enfin la jeunesse était très active en matière d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que les gens n'attendaient pas qu'on les appelle dans une entreprise ou bien que la fonction publique les recrute pour qu'ils puissent, enfin, pour vivre. C'est-à-dire ils créaient des structures pour pouvoir se prendre en charge. Et moi, j'ai fait cette petite expérience ici au Gabon. Je me suis dit, mais tiens, si les frères ouest-africains arrivent sans rien, avec beaucoup plus de difficultés que nous, à s'en sortir après quelques temps, pourquoi pas nous qui avons au moins l'avantage d'avoir une famille, au moins l'avantage d'être hébergés et même sans moyens, on a encore la famille qui peut nous accueillir et qui peut être une base pour nous sur laquelle on peut partir Ouais, et ouais. ensuite développer les affaires. Donc, je me suis un peu inscrit en faux par rapport au débat actuel où on nous fait comprendre que les étrangers se sont accaparés. Moi, j'ai plutôt envie de dire que les Gabonais ont laissé le secteur des petites activités aux étrangers qui, eux, se sont fait beaucoup d'argent dans ça. Même si aujourd'hui les choses sont en train de changer parce que je vois, il n'y a pas plus tard qu'hier dans un taxi, j'ai discuté avec un frère gabonais qui était chauffeur de taxi et dans mes expériences également, je croisais beaucoup de Gabonais qui sont petit à petit en train de prendre conscience de cette réalité-là, de ne plus attendre on les appelle parce qu'ils ont déposé un dossier quelque part, mais plutôt qu'ils se prennent en charge parce qu'ils ont une compétence qu'ils ont développée d'une manière ou d'une autre et ils se sont dit, mais tiens, je sais tresser, je m'en vais ouvrir un salon de coiffure. Même si je commence à ma terrasse, l'argent que ça va me rapporter, je vais officialiser ma structure. Je sais, enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informaticiens. Je sais, par exemple, je sais pas m'occuper d'un ordinateur. Au lieu d'attendre qu'une entreprise me recrute, je vais commencer à faire quelque chose à la maison et petit à petit vulgariser mon activité et m'en sortir ainsi de suite. Dans tous les domaines, c'est possible d'être fait. Donc, enfin, j'aimerais attirer l'attention des Gabonais là-dessus et je souhaite que vous qui avez, enfin, qui avez des gens qui vous suivent, vous puissiez désormais orienter aussi les jeunes Gabonais vers ceci, vers l'entrepreneuriat et dire, parce que beaucoup vont mettre en évidence les difficultés qu'il y a à ouvrir une entreprise et tout ça, mais les difficultés, elles sont là, elles seront toujours là, quel que soit là on se trouve, que ce soit au Gabon ou ailleurs, il y aura toujours des difficultés, mais que ces difficultés ne devraient pas être des freins pour nous empêcher de quand même nous lancer. Parce qu'il y en a qui ont réussi malgré ces difficultés-là, qu'ils soient nationaux ou des frères étrangers qui sont arrivés au Gabon et dont les situations étaient pires, ils ont réussi là-dedans. Et moi, j'ai la ferme conviction qu'il est possible de réussir là-dedans, parce que moi-même, j'y suis actuellement et j'ai vu des exemples gabonais réussir là-dedans. C'est vrai. Voilà. Mais voilà pourquoi, justement, quand Excuse-moi, je... excuse-moi de t'interrompre. Tu sais, le problème, c'est que ce sont nos parents qui nous ont inculqués comme ça. On nous a toujours dit, allez ici à l'école, tu termines l'école, tu vas trouver du travail. C'est comme ça qu'on a élevé le Gabonais. Et aujourd'hui, si tu ne fais pas l'école, on considère que tu es un raté aux yeux de la société. Tu vois un peu. C'est ce système-là Oui, qu'il Jean. faut carrément désosser afin de pouvoir permettre aux jeunes Gabonais de pouvoir s'émanciper réellement. C'est vrai. Mais voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'en fait, la vraie politique, c'est la politique économique. C'est-à-dire Exact. encourager les jeunes à se lancer dans le secteur de l'économie de base. Parce que les besoins essentiels d'une nation doivent être premièrement comblés par les habitants. Tout à fait. Puisque je vois mon fils Kémit, là, il suit sûrement mes enseignements sur la spiritualité. Lorsque l'empire d'Égypte, à l'époque, l'ancien empire égyptien, là, il y a près de 12 000 ans, lorsque Osiris prend le pouvoir en tant que roi, dieu, et sa femme et sœur Isis, déesse, et met son fils Horus dans le temple avec ses autres enfants-là, Anubis et Naphthys. Bon, l'autre, hein, certes, lui, il était dans les histoires, les business de l'huile, du pétrole et tout ça, il vivait que dans les forêts, dans les déserts. Mais bref, qu'est-ce que Osiris fait? La première des choses qu'il fait, conformément à ce que les gens écrivent dans la Bible, que non, le premier travail que l'homme devait faire, c'est l'agriculture. Mais ce n'est pas faux. Parce que Osiris, dès qu'il prend le trône, la première des choses qu'il fait, il s'assure d'abord qu'il doit occuper ses propres populations. Il les occupe en créant donc quoi? Des champs agricoles.
Il donne des terres. Il va dans chaque famille. Il s'assure que chaque famille a une terre. Et il leur demande de diversifier la culture. Ton voisin, si toi tu plantes la banane, ton voisin il doit planter la banane, le manioc. L'autre voisin doit planter des atangas. L'autre, hein, les avocats, et ainsi de suite. Mais bien sûr, il avait un problème en face de lui. Il devait combattre l'anthropophagie parce que les gens s'entre-mangeaient, s'entre-tuaient, bon, même jusqu'à récemment, là, les années 1960, même là, avec le type là qu'on appelle un Bantem, n'est-ce pas, il bouffait les gens. Donc, cette affaire-là continue jusqu'aujourd'hui, mais à l'époque de l'Égypte antique, c'était une grande, comment dirais-je, une grande priorité pour le roi Osiris. Alors, quand il avait fait tout ça, l'Égypte jusqu'à aujourd'hui est une grande puissance économique. L'Éthiopie s'en est inspirée. Le Nil que vous voyez là, c'est là ils ont toujours eu de l'eau pour leur agriculture. Donc, le premier métier de l'homme sur Terre, c'est l'agriculture. Et de l'agriculture, il a développé la culture du vin, la culture d'autres industries, la pêche, mais cela était à 100% d'abord les autochtones. Et après, il a commencé à se déplacer à l'extérieur pour la diplomatie et pour faire transmettre le flambeau des grandes connaissances, l'Égypte antique, qui contrôlait toute la planète. Donc, dans cette inspiration, et puisque j'ai tous ces vieux documents, je me suis dit donc que, normalement, pour un pays, pour que ce pays s'élève, il faut d'abord former la jeunesse dans les métiers de la terre, dans les métiers du pays, et renforcer cette formation par la création des centres de formation. Hein? À l'époque, on avait les agences nationales de formation professionnelle. Voyez-vous, tout ça, pour les gens qui n'ont pas eu le bac, pour les gens qui n'ont pas fait l'école des ballons, tous ces mecs-là devaient être insérés et les former. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Les étrangers, donc, se sont rendus compte que, mais tiens, les Gabonais, eux, ils n'aiment pas toucher la terre. Je vous fais une révélation. Je vous fais une révélation. Là, je suis allé acheter ma terre. J'ai acheté ma terre là-bas à Libreville. Et quand j'achète la terre, c'est tellement grand que, on a pensé, on dit, mais tiens, mais il nous faut quelqu'un qui garde. Voilà un jeune Sénégalais qui est là depuis longtemps, il n'a pas ses papiers, mais il a dit, papa, je peux être le gardien de votre maison, vous me payez ce que vous pouvez. Et quand je suis le gardien, vous me permettrez, puisque le terrain est trop grand, c'est pas de 10 000 mètres carrés, je vais planter donc. Et quand je plante, vous me dites, si je vends, je peux vous reverser, ou bien. Bref, on a trouvé un terrain d'entente. Je dois lui payer une certaine somme chaque fin du mois. On lui a construit donc un petit studio là, d'une chambre, une petite terrasse, à l'intérieur du terrain. Il occupe le terrain, il fait l'agriculture là. Il n'est pas le seul et beaucoup d'étrangers le font. Mais quel est le Gabonais qui est venu avec l'idée? J'aurais souhaité que ce soit un Gabonais qui le fasse. Mais les étrangers, ils visent. Ils regardent et disent non, le papa là, ce grand terrain là, il était venu comme aide avec le maçon qui est venu faire certains travaux. Après, il me dit, mais papa, est-ce que vous avez quelqu'un qui garde le terrain? Je dis non, moi je suis si loin des États-Unis, je fais comment? Il me dit, bon voilà, voici mes papiers, voici ma famille, on va faire ceci, je vais m'occuper de ce terrain-là. Voyez-vous? Mais les Gabonais ne s'intéressent pas à ça. Je vais dire aux Gabonais, écoute, je te paye chaque fin du mois 120 000 francs, tu dors ici, tu es nourri, logé ici, là. Voilà, tu peux planter. Le terrain est grand, c'est 10 000 mètres carrés, tu peux mettre des hectares de terre, d'agriculture, tu vas vendre ton maïs, tu me verses 50% et toi tu récupères 50%. Quel Gabonais qui va accepter ça? Il va plutôt vendre des parcelles. Exactement. Il va profiter de me prendre cette parcelle et aller vendre ça, grignoter ça petit à petit. Donc, voilà ce que vous dites, je suis d'accord. Pour encourager la jeunesse à la terre. Bon, écoutez, je vais trop parler ici, là. J'aurai un enseignement à faire passer sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie donc sur vos interventions. Merci à vous. Et j'espère que vous allez faire passer le message auprès des autres, que c'est ça. Il n'y a ça, pas de souci. On s'en chargera. Merci encore. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.